Salut, bonjour à tous. Merci de bien vous réveiller ce lundi avec nous sur Canal 3 Bénin et ce en direct. Nous sommes le 13 décembre 2021 à suivre sur 2 heures non-stop votre programme Actu Matin. C'est la matinale et au sommaire, l'actualité judiciaire en fin de semaine et celle politique courant. Le week-end dans la presse ce matin, le verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Rekia Madougou, ancienne garde des Sceaux, opposante, candidat recalé à la dernière élection présidentielle et ses co-accusés sont reconnus coupables de complicité d'actes terroristes et condamnés à la peine requise par le procureur spécial de la Criette à 20 ans de réclusion criminelle et 50 millions d'amende. La justice est donc allée au bout du processus dans les différentes affaires après la justice donc. Il faut maintenant ouvrir le chantier du pardon, propose ce matin le quotidien de Mélentin, le journal Fraternité dont vous suivrez la une dans un instant. On reviendra donc sur son adresse à l'endroit de la République. Je vous le disais, ce fut un week-end politique sur la scène. L'opposition s'est positionnée. Le parti Les Démocrates, qu'on ne sentait plus trop, a donné des nouvelles de lui et nous rappelle qu'il est bien de l'opposition. Membre au premier rang et militant, était en Conseil national extraordinaire samedi et rappelle le rôle qu'ils entendent jouer conformément à ce statut de l'opposition. Ailleurs, la force Kouri pour un Bénin émergent remet les pendules à l'heure. En 48 heures, il a tenu son conseil national et un conseil extraordinaire qui ont abouti au renouvellement des instances du parti. La FCBE veut toujours exister et s'affirmer. Un nouveau président d'honneur en remplacement de Boniaï, démissionnaire, un nouveau bureau, de nouvelles résolutions prises en vue les législatives de 2023 et on reviendra sur tout ceci avec notre invité politique du jour, El Farouk Soumanou, désormais désigné deuxième adjoint au secrétaire exécutif national du parti. Merci de prendre ces rendez-vous sur Actu Matin. On ouvre tout de suite par la météo. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Dans un instant, vous aurez la une des journaux avec Wahab Alikbara et dans la suite du programme matinal de ce lundi, votre mini-journal à la présentation William Cliquant. Et dans les titres, c'est une prouesse que de ramener les trésors royaux pillés par la France au bercail, dicite le GRAP. Le groupe de réflexion alternative et perspective a salué cette restitution au cours d'une conférence publique le week-end à l'université d'Abomey-Calavi. Les acteurs de ce creuset entendent militer pour le rapatriement des autres vestiges ancestraux encore en Occident. Et puis, nouvelle campagne de promotion et de commercialisation du riz béninois. Cette 5e saison risicole a été lancée vendredi au ministère de l'Industrie et du Commerce. Rendez-vous de diagnostic de la filière et des difficultés étaient aussi à cette cérémonie pour les divers acteurs présents. Vous suivrez donc le compte rendu dans le mini-journal. William Cliquant, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. On vous retrouve dans un instant. Wahab Para, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. La ligne des journaux, ce sera avec vous juste après cette transition. Le contenu de la presse nationale ce matin, les gros titres, avec vous, Wahab Alikbara. Oui, bonjour Christian et bonjour à tous. Un peu de tour dans les parutions de ce matin. On ira vite avec Fraternité. Verdict dans les affaires Aïvo et Madougou après la justice. Place au pardon. Usage des brosses végétales, ce que révèle la thèse de Giscard Guézogé. Information à retrouver à la page 7 du quotidien Fraternité. Fraternité qui poursuit que les brosses végétales présentent des atouts inédits contre les affections bucco-dentaires et donc l'inventaire de ces espèces au Bénin et le profil phytochimique des plus utilisés ont été faits par Giscard Guézogé. À ce que Fraternité, vous avez le reste des détails. À la une du quotidien de service public, La Nation, criette, affaire Rekia Madougou et autres, 5 condamnés et 1 acquitté. Visite dans les locaux de l'ONIP, Aurélie Adam Soulé Zoumarou face aux travailleurs. Thèse de Giscard Guézogé sur les affections bucco-dentaires, les plantes utiles pour les soins dévoilés. Quotidien Le Progrès, procès à la criette avec une peine de 20 ans. Rekia Madougou rejoint Aïvo en prison, l'intégralité du réquisitoire du procureur Mario Metonou. Et puis soutenance de thèse à l'UAC et à l'Université de Lorraine, les potentialités de la brosse végétale révélées. Le matin, rencontre périodique du secrétaire général adjoint du gouvernement avec les médias grâce présidentielle, terrorisme, arrêté préfectoral au menu des échanges. Et puis congrès extraordinaire du parti de l'opposition FCBE à Dassa Zoumé, Paul Hunkpe et ses partisans FCBE relèvent des avancées sous le président Patrice Talon. La boussole qui nous apprend que la FCBE conquiert à Diou et Soupon pour un nouveau départ. Et Soumano Alassane Djemba remplace Boni Yayi à la présidence d'honneur du parti. Condamnation de Joël Aïvo et Rekia Madougou à 10 ans et 20 ans d'emprisonnement. Le parti FCBE invite à l'usage des prérogatives constitutionnelles
pour leur libération. Quotidien La Cloche, débauche des militants FCBE avec mandat électif. Paul Hunkpe dénonce les partis de la mouvance, mais les Corées restent sereins et fiers. Passe sanitaire, arrêté préfectoral sur les transports, grève des aspirants. Voici ce qu'en dit le porte-parole du gouvernement. Quotidien L'Actualité, 4 soldats blessés dans l'explosion d'un blindé à Porga au nord du pays, au nord du Bénin. Les djihadistes font parler à nouveau d'eux. Et puis Rekia Madougou, Joël Aïvo, même engagement, même destin, constate L'Actualité. Le matinal, après la condamnation de Joël Aïvo et de Rekia Madougou par la criette, les 3 portes de sortie. Les leçons à tirer des procès, les doléances de Boni Yayi aux oubliettes, s'interroge le matinal. Et ce que fera Patrice Talon? Grosse interrogation à la une également de le matinal. Foire internationale de Parakou, la 4e édition officiellement lancée. Matin libre, à travers un congrès national extraordinaire, le parti Les Démocrates fait sa déclaration d'appartenance à l'opposition. Tentative d'empoisonnement et financement du terrorisme, 2 affaires similaires au verdict opposé. Lire dans les colonnes de Matin libre les notes de plaidoirie de Maître Nadine Dossou Sakbonou. La relève info, inclusion de toutes les couches sociales dans l'animation de la vie politique. Le parti Mowel Bénin de Jacques Ayadi célèbre les handicapés. Et puis devant la criette, dans le cadre de son procès politique, Rekia Madougou est resté droite dans ses bottes. Le Soleil Bénin Info, incarcération du promoteur du groupe de presse Le Soleil Bénin Info et d'un de ses journalistes. Le film de tout ce qui s'est passé. Le journal qui présente, qui adresse ses remerciements à la presse nationale, à l'UPMB, à l'ODEM et aux autres confrères journalistes. La nouvelle génération, Conseil national et congrès extraordinaire le week-end écoulé à Dassa-Zoumé, dans le rang donc du parti Force Corée pour un Bénin émergent, FCBE, un parti qui s'amuse. Intégralité des décisions, un parti plutôt qui s'amuse, qui s'assume. Voilà, Christian Dandédian. FCBE, un parti qui s'assume. Intégralité des décisions issues des assises. Dynamisme Info, congrès extraordinaire des FCBE à Dassa-Zoumé, un pari gagné sur le leadership de Paul Hunkpe. Et puis l'informateur qui nous apprend que le gouvernement s'est prononcé sur la condamnation à la criette, également sur les attaques terroristes au nord Bénin et sur d'autres sujets d'actualité. Allusion faite donc à cette rencontre du porte-parole du gouvernement avec les confrères journalistes. Congrès extraordinaire du parti FCBE, des résolutions, des nouvelles orientations. Défi info pour finir, Christian Dandédian, à propos du verdict de la criette, FCBE suggère au chef de l'État d'user de ses prérogatives pour libérer Joël Aïvo et Rekia Madougou. Voilà, Christian, tout rapide, des parutions ce matin, essentiellement dominées par des questions politiques, mais il y a Fraternité qui revient sur les verdicts dans les affaires de Rekia Madougou et de Joël Aïvo. Après la justice, place au pardon. Justement, le quotidien Fraternité qui ce matin publie sur plusieurs pages l'intégralité du réquisitoire du ministère public et nous rappelle également que Rekia Madougou a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle et 50 millions de francs CFA d'amende. Et 3 autres accusés écopent de la même peine que Rekia Madougou, mais Fraternité ce matin, comme je vous le disais, et comme l'a rappelé tout à l'heure Rabalik Para à travers la une, est revenu donc sur ce qu'il faudra faire pour la suite, le pardon, maintenant que le droit est dit, puisque Dieu, dans sa miséricorde, a bien voulu préserver ce pays de toutes les tentatives funestes. Il est donc indispensable de passer à une autre étape, celle du pardon. Il ne serait pas exagéré d'implorer le pardon de l'élu de la nation, le président Patrice Talon, qu'il fasse parler son cœur et y trouver le ressort nécessaire pour accorder son pardon aux enfants de la République égarés devant les verdicts de la justice. Le président Patrice Talon peut à présent, à lui seul, scruter les voies et moyens de sortir Rekia Madougou et ses complices
complices, tout comme Joël Aïvo et ses co-condamnés de la situation dans laquelle ils se sont retrouvés. Et le journal poursuit en disant qu'en clair, son pardon et sa grâce à l'endroit de ces derniers seraient les bienvenus, mais pourvu que tout ceci serve de leçon à la classe politique. Ce qui est certain, ils gagneraient et le pays avec à toujours régler leurs différends par le dialogue et rien que le dialogue. C'était donc là le plaidoyer ce matin du quotidien Fraternité sous la plume de Richard Akochaye, voilà, un journal que je vous invite à suivre, à lire ce matin ou à aller parcourir les pages sur le www.fraternitébj.info. En fin d'édition, votre revue de presse avec Séraphin Assiongbanvou. Nous reviendrons en plateau tout à l'heure à Khabalik Bara pour le forum de discussion. Tout de suite, le mini-journal. Pour les fêtes, il n'y a rien de plus magique que de vivre de bons moments en famille. Alors rejoignez celle de Canal+ et passons les fêtes ensemble. Pour vous souhaiter la bienvenue, le décodeur est à 1000 francs seulement. Ça sera la musique ou rien. C'est tout. De quoi rire. Nous avons un duel Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Danser et enflammer vos soirées. Partagez des moments forts, pleins de rebondissements. Splendide, c'est grandiose. Et même faire rêver les plus petits. Passage en vitesse, Mac Noël. Tout est prêt pour qu'on profite de vous. Allez, les informations en images sur Actu Matin, c'est avec vous, William Cliquant. Oui, Christian Adanedjan, et on ouvre par la restitution des trésors royaux au Bénin qui revient dans l'actualité. Le GRAP, entendez, groupe de réflexion alternative et perspective, qui s'est invité lui aussi dans le débat. Ceci à travers une conférence publique qui s'est tenue à l'université d'Abomey-Calavi samedi, où plusieurs acteurs du monde universitaire se sont prononcés. Le GRAP, qui salue les prouesses du gouvernement pour le retour des biens, pense qu'il est encore possible de travailler pour le rapatriement des milliers d'autres œuvres encore présentes dans le patrimoine extérieur. Christian Adanedjan et Henri Ganti. L'acte de restitution de 26 trésors royaux du Bénin, pillés au 19e siècle par les troupes coloniales, est pour le GRAP un événement historique et une fierté nationale. Pratiquement un mois après le retour, le 10 novembre 2021, des biens, les membres du groupe de réflexion alternative et perspective revisitent cette histoire marquée par un immense parcours. Restituer les biens royaux aux propriétaires authentiques après 129 ans d'exploitation économique sans reddition de comptes n'est pas un acte de bravoure. Mais néanmoins, c'est un début. Ça montre que nous devons continuer davantage pour permettre l'éclosion de cette nouvelle richesse philosophique. Face à l'assistance constituée d'enseignants d'université, d'étudiants et d'amoureux d'histoire, le GRAP fait le croisement entre la culture et le droit au service du développement. Les communications retracent l'histoire de la spoliation des biens en Afrique, les stratégies qui ont conduit à la restitution des œuvres pour aboutir à la justice culturelle et patrimoniale du Bénin. Il y a d'abord l'hypothèque du développement culturel. Le Bénin aurait pu profiter de ces biens culturels, volés, spoliés, confisqués. Au nom de quoi? Au nom d'une puissance colonisatrice. Ces pays qui détiennent nos œuvres sont si intelligents que quand ils ont fini de nous voler, de piller, ils ont pris des tests qui bétonnent, si vous voulez, ces propriétés-là, au point de les déclarer biens inaliénables et imprescriptibles. Autre élément conceptuel qu'il faut analyser, c'est la réparation. Parce que tout à l'heure on a dit, il faut indemniser au-delà de ce que l'on a, de ce qui est aujourd'hui la restitution. Le GRAP salue les relations politiques et diplomatiques entre le Bénin et la France. Avec le retour d'une première vague des biens, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. De sa réflexion, il émet le vœu de voir se poursuivre la dynamique. Les biens culturels sont revenus au pays. Les âmes de ces biens se retrouvent désormais au Bénin.
c'est qu'il y a un avenir. Cet avenir, c'est également la suite de la restitution. Tous les autres biens culturels qui sont à l'étranger doivent revenir avec toujours la manière douce, avec la compréhension, c'est certain. Les recommandations issues de cette conférence du GRAP vont être consignées dans un document qui sera transmis à l'autorité. Cette assise du 11 décembre est la dernière de l'année 2021 de ce groupe de réflexion tourné vers le développement et qui ouvre déjà de nouvelles perspectives sur 2021. On reste au 3e degré de l'enseignement pour dire que la 7e semaine de l'enseignement supérieur en Afrique est à sa fin. L'événement est cumulativement organisé cette année avec la conférence triennale du Forum universitaire régional pour le renforcement des capacités en agriculture qui, elle aussi, a connu son épilogue. Les travaux ont pris fin par une note de satisfaction dans les rangs des participants et organisateurs. C'était au Palais des Congrès de Cotonou. Teddy Goudalo pour le point. Fin des travaux de la 7e semaine de l'enseignement supérieur en Afrique et la conférence triennale du Forum universitaire régional pour le renforcement des capacités en agriculture. Du 6 au 10 décembre 2021 à Cotonou, les participants venus de plusieurs pays d'Afrique ont mené des réflexions sur l'opérationnalisation de l'enseignement supérieur pour l'innovation, l'industrialisation, l'inclusion, le développement économique et durable en Afrique. Nous avons eu droit à 4 grands événements, messieurs les ministres et participants, 3 sessions de formation de 8 jours, de 8 heures par jour, à la manière donc de RUFORUM, réunissant 40 à 90 participants. Cela a permis de discuter en particulier toutes les questions ayant trait à l'employabilité des jeunes, à travers comment nous structurer pour leur donner des compétences, comment nous structurer pour que le partenariat public-privé puisse leur être profitable. Comment nous structurer pour que nous aussi, nous puissions adapter nos enseignements à cet objectif noble. À cette cérémonie de clôture, 22 jeunes innovateurs africains sont célébrés. Des agriculteurs béninois se sont vus distinguer à travers un certificat de reconnaissance du RUFORUM. Les mérites de quelques enseignants-chercheurs du Bénin sont également reconnus à cette édition du RUFORUM qu'a abrité le Bénin grâce à la détermination du gouvernement. Les nominés d'aujourd'hui dans le monde universitaire, je parle des jeunes chercheurs et les étudiants, donnent l'assurance que nous sommes en train de semer sur un terreau fertile et l'Afrique grandira grâce au suivi et à l'encadrement que vous allez faire de ces jeunes. Quel que soit le champ qui constitue le programme d'un gouvernement, il y a toujours une possibilité de trouver des réponses au niveau de nos universités pour essayer de donner du contenu à la vision politique et des méthodes pratiques pour aller loin. C'est donc sur une note de satisfaction que se referme cette rencontre des universitaires et autorités à divers niveaux de l'Afrique. Le Bénin est le tout premier pays d'Afrique francophone qui a accueilli l'événement et les participants ont exprimé leur gratitude pour l'accueil reçu. Thank you very much. God bless you all. Le RUFORUM se referme, mais la 5e campagne de promotion et de commercialisation du riz béninois, elle, est ouverte. Le top des activités a été donné vendredi dernier au ministère de l'Industrie et du Commerce. Occasion pour les acteurs et responsables du secteur de passer au peigne fin les mots qui minent la filière rizicole au Bénin. Retour sur les temps forts de la cérémonie avec Ulrich Kaba et Eder Nkwevi. Faire connaître le riz local produit au Bénin et montrer aux consommateurs les avantages de ce choix, c'est le sens que revêt cette campagne de promotion. Réunis dans cette salle de conférence, les différents acteurs du secteur évaluent la situation du riz béninois pour lui donner un coup de promotion sur le marché national et international. L'analyse du fonctionnement du marché montre une faible organisation sur la commercialisation. Pour remédier à cette situation, le gouvernement du président Patrice Talon met un accent particulier
sur la valorisation des produits agricoles locaux. Mieux, le ministère de l'Industrie et du Commerce s'attelle aux côtés des acteurs des filières pour la recherche de solutions aux multiples problèmes de mise en marché. Ayant compris à travers la crise alimentaire de 2008 que le riz est un produit hautement stratégique pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le gouvernement accorde désormais une attention particulière à la filière rizicole avec de sérieux investissements structurants en appui aux efforts laborieux des acteurs du secteur. Je vous exhorte à vous inscrire dans la vision du chef de l'État qui ambitionne que le Bénin soit autosuffisant en riz à l'horizon 2024 avec une production record de 1 million de tonnes par an. Depuis 5 ans, les acteurs redoublent d'ingéniosité pour faire connaître le riz produit et transformé au Bénin. Un riz riche en valeurs nutritives et qui regroupe plusieurs acteurs publics et privés. Cette 5e campagne de promotion et de commercialisation vient renforcer toutes les actions déjà entreprises dans le secteur. Ulrich Gaba sur le lancement de cette nouvelle saison rizicole. On reste dans le secteur primaire pour dire que les membres du comité de pilotage du programme économie rurale et les acteurs intervenants dans l'agriculture et l'élevage ont tenu jeudi dernier la 2e rencontre à Djougou pendant 48 heures. Les participants venus de tous les départements et précisément de l'Atakora et de la Donga vont échanger sur les questions de mise en œuvre de ce programme qui comporte les projets Arzeke et Anfani Abdouraouf Yahya et Alassane Harouna. C'est la 2e rencontre du comité de pilotage du programme économie rurale. Un programme qui comporte le projet Arzeke financé par l'Union européenne pour le développement des compétences et l'insertion des jeunes sur le marché du travail dans le secteur agricole dans l'Atakora Donga et le projet Anfani exécuté sur fonds propres du Helvetas Suisse Intercoopération et mis en œuvre dans l'Atakora. À cette rencontre de Djougou, qui sera aussi consacrée à la planification des actions de la période suivante, les missions assignées aux membres du comité de pilotage sont rappelées à l'assistance. Nous avons pour mission d'appuyer les projets Arzeke et Anfani en matière de plaidoyer, de mise en œuvre et de suivi de l'exécution des activités. À ce titre, nous devons veiller à l'adéquation des objectifs du projet avec les stratégies sectorielles de l'emploi et de la formation professionnelle au Bénin. Helvetas Suisse Intercoopération, à travers ses projets, œuvre ainsi pour l'autonomisation des jeunes. L'ambition de ces 2 projets est grande. Nous pensons toucher près de 5000 jeunes entrepreneurs sur une durée relativement courte de 3 ans. Une fois l'étape des discours protocolaires terminée, place à 2 visites de terrain. D'abord sur le site maraîcher de Sabari 2 à Djougou Centre, puis à Pabégou, commune de Kopargo. À chaque étape de cette descente, les membres du comité de pilotage du programme économie rurale et les autres acteurs intervenant dans l'agriculture et l'élevage ont pu toucher du doigt les difficultés du terrain. Le jeune avec lequel nous venons d'échanger maintenant, il a les valeurs qu'il faut pour un entrepreneur. Et la première de ces valeurs-là, c'est l'engagement. C'est un monsieur motivé. Il a pu progresser. Je pense que vers la fin de la mission, on a demandé les effectifs qu'il avait. Il a plus de 300 volailles. La première visite que nous avons eue était plutôt avec un jeune qui investit dans les activités de maraîchage. Il planifie ses activités, il a des prévisions, il est rassuré sur le marché, il est conscient des problèmes. Et donc, du coup, il diversifie. Les planches que nous avons vues étaient des planches, je crois, de choux, principalement. Mais à côté des choux, il avait d'autres spéculations. Donc, il essaie de rentabiliser et d'optimiser l'espace qu'il a. Ça, c'est déjà l'esprit d'entrepreneur. Donc, je suis plutôt satisfait de ces 2 visites. Ces visites sur le terrain reconfortent à plus d'un titre la position de Helvetas Suisse Intercoopération, désormais plus engagée pour la création des opportunités d'insertion socio-économique durable. Venons-en à ce dédommagement des personnes affectées par le projet de construction des logements sociaux de Beyerou à Parakou.
qui continuent à recevoir leur dédommagement. Le troisième lot d'une soixantaine d'expropriés vient de recevoir des chèques. La cérémonie de remise, présidée par le préfet du Borgou, a eu lieu jeudi dernier à l'hôtel de ville de Parakou. Ulrich Chabalo pour les précisions. Ce geste consacre la remise de chèques au troisième lot de personnes affectées dans le cadre du projet de construction des logements sociaux de Beyero à Parakou. 63 au total. Ces bénéficiaires viennent s'ajouter à la liste des 2 premiers lots déjà pris en compte dans ce processus de dédommagement. Aujourd'hui, 9 décembre, nous allons remettre encore 63 chèques pour un montant de 57 758 827 francs. Je ne saurais terminer mon propos sans une fois encore saluer l'esprit citoyen et la patience des personnes affectées par le projet dans leur ensemble. Circonstance heureuse, selon le chef du premier arrondissement de Parakou qui salue le gouvernement pour avoir joint l'acte à la promesse. Aujourd'hui, il est question de remettre des chèques aux personnes affectées par le projet. Donc, c'est une heureuse circonstance pour nous, surtout le fait de savoir que cette question épineuse est en train de trouver une solution. Les remerciements sont allés également à l'endroit des personnes affectées. Le préfet du Borgou, Jibril Maman Sissé, les félicite pour avoir eu la patience nécessaire pour l'aboutissement de ce projet novateur. Je voudrais vous en remercier et vous féliciter pour l'esprit de sacrifice et le patriotisme dont vous avez fait preuve, ainsi que votre disponibilité à collaborer avec la commission interministérielle et la mairie de Parakou pour faciliter l'aboutissement de ce projet phare de l'État. C'est le lieu de vous remercier également pour votre patience depuis le démarrage du processus et pendant le déroulement des travaux préliminaires. Notons que 129 autres chèques sont déjà établis et sont en cours de certification pour la prise en compte du reste des personnes affectées dans le cadre du projet. C'est tout pour les nouvelles matinales de ce lundi. Bon début de semaine, Christian. À vous, pareillement. Merci beaucoup, William Cliquant. Très bonne journée du lundi. On vous retrouve demain mardi à partir de 7h15 pour d'autres informations avec la rédaction de Canal 3 Bénin Actu Matin se poursuit dans un instant. La page éco avec Clément Tchadédé installé. Bonjour Clément. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Bien, bienvenue. On vous retrouve dans un instant. La pause. LBM, notre passion vous transporte. Allez, nous sommes avec Clément Achadé. On démarre la semaine avec les marchés qui vont s'animer dans les jours qui vont suivre, à commencer par aujourd'hui lundi, Clément. Oui, Christian, voici très rapidement les marchés qui s'animent ce lundi, mardi et mercredi. Et ce lundi, donc, s'anime le marché d'Alada, le marché de Wando, le marché de Kpédekpo, le marché de Kokokoji aussi s'anime ce lundi, le marché de Tchéti, le marché de Savel, le marché de Tanguieta et le marché de Tchaouro. Demain mardi s'animent les marchés de Boyikon, le marché de Wegbo aussi s'anime toujours demain mardi. Mardi 14 décembre s'anime aussi le marché de Paou, le marché de Zobodo, mais ça c'est à côté de Boyikon qui s'anime aussi le même jour. Le grand marché international d'Antopa aussi s'anime demain mardi. Le marché de Zé, le marché de Kové. Et enfin, toujours mardi, comme vous le savez traditionnellement, tous les mardis d'ailleurs s'anime
le marché de Kassoala. Mercredi, c'est le tour du marché de Glazoué, le marché de Kokokodji, le marché d'Avakba, le marché de Pédéport, le marché de Basila aussi s'anime mercredi, le marché de Kobli, et enfin on aura le marché de Wegbo. Et sans transition, voici pour vous quelques tendances de prix dans nos marchés. Le gari à Alada est actuellement à 425 francs le kilogramme. L'arachide à Alada, c'est dans l'Atlantique, coûte actuellement sur le marché 800 francs le kilogramme. Les bananes plantains sont actuellement à 410 francs le kilogramme. Le Vendou est à 700 francs le kilogramme, tandis que le petit mil est à 370 francs le kilogramme. Le maïs dans le septentrion, pour être plus précis, à Kassoala est à 275 francs le kilogramme, une légère baisse donc. Et le soja est à 235 francs le kilogramme. Le niébé local coûte 500 francs le kilogramme. Le sorgho est à 400 francs le kilogramme. À Glazoué, ça c'est dans le département des collines. Les farines de Cosette sont actuellement à 550 francs le kilogramme. La patate douce est à 325 francs le kilogramme. Le piment sec est à 1495 francs. C'est toujours maintenu. Donc, les pommes de terre sont à 500 francs le kilogramme. Voilà, Christian. Voilà, merci pour toutes ces informations. On va chercher nos paniers. Oui, pour nous rendre dans les différents marchés. Surtout nos femmes, vous savez, la fête s'approche, il y aura sans nul doute une légère augmentation, même si on pourrait aussi constater une certaine baisse en ce qui concerne certains produits de première nécessité. En tout cas, quand les fêtes s'approchent, faites attention et soyez vigilants. Et prévenez aussi beaucoup de choses parce qu'il peut y avoir des flux commerciaux. C'est ça, justement, surtout avec les commerçants véreux qui déversent par 7 ans des produits, je dirais, avariés sur les marchés. Et ça, c'est la question de la sécurité alimentaire. Oui. Je pense qu'il faut sensibiliser nos dames et c'est là aussi qu'il serait bien que le ministère de l'Industrie et du Commerce puisse aussi réactiver sa machine de contrôle et de vérification dans nos divers marchés. Parce que vous savez, comme on le dit, la santé n'a pas de prix. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous, Clément Atchandé. Rendez-vous jeudi prochain. Dans un instant, les sports avec Hakimi Ousseni. LBM, notre passion vous transporte. Et voilà, on va faire un tour sur nos stades qui étaient bien animés tout au long de ce week-end avec le championnat national qui se poursuit. Les résultats, c'est avec Hakimi Ousseni. On va parler de l'avant-dernière journée de la phase aller. Bonjour Hakimi. Christian, bonjour. Mesdames, messieurs, amis sportifs, bien bonjour. Merci de prendre le rendez-vous des sports sur Actu Matin. Christian l'a bien précisé bien ce week-end. On a disputé les rencontres de l'avant-dernière journée de la phase de poule et de la phase aller de la Ligue professionnelle de football. Les plusieurs stades ont abrité les rencontres ainsi que le su. On retiendra qui serait en termes, donc, je dirais, d'information, c'est que, Coton FC de Ouida enregistre sa première défaite. C'était bien ce week-end. Pendant ce temps, les Buffles FC de Parakou, malgré la situation financière pas vraiment intéressante au niveau de cette formation, puisqu'on rappelle au passage que les Buffles FC de Parakou, comme société sportive, le CNCB Sport,
sport et vous connaissez un peu l'actualité au niveau de cette structure étatique. Mais bon, tant bien que mal, et bien les responsables sur place et puis ceux même du CNCB Sport essaient donc de mettre les bouchées double à fin et de satisfaire donc aux obligations contractuelles des joueurs de cette formation. De toute évidence, on retiendra que eh bien, la formation des Buffles poursuit son sans faute avec ce week-end encore une énième victoire en autant de rencontres disputées. Commençons déjà par faire le point des matchs disputés du côté de la zone A pour faire constater, Christian, que ce week-end, notamment le samedi dernier, du côté de la commune de Djougou, c'est vrai que Djougou, on rappelle, Christian, bénéficie d'une nouvelle infrastructure sportive. Et donc, depuis quelques journées, les rencontres des clubs qui sont au niveau de la commune de Djougou se disputent dans l'antre de la nouvelle infrastructure sportive. Ce week-end, samedi dernier, les Panthères de Djougou jouaient contre AS Takouné de Kandi. Eh bien, les deux formations se sont séparées sur le score nul de 0 but partout. Les Panthères n'ont pas réussi donc à s'imposer à domicile. Ça fait bien l'affaire de AS Takouné qui pour l'instant se trouve être troisième au niveau de la zone A, animant donc ce championnat de football de Ligue professionnelle. Real Sport a joué à Parakou contre Dynamique de Djougou. C'est l'autre club de la commune de Djougou. Eh bien, les deux clubs se sont séparés sur le score nul et vierge de 0 but partout. L'US Cavalier, par contre, hier a battu à Niki Dynamo de Parakou par le score de 2-1. Et comme je l'ai fait constater tout à l'heure, eh bien, le sans faute se poursuit pour les Buffles FC de Parakou, les vice-champions en titre. Pour autant de rencontres disputées, eh bien, les hommes de Laurent Sounon se sont imposés hier par le score de 1-0. Ça fait la 7e victoire consécutive pour la formation des Buffles FC de Parakou. Dans la zone B, ce week-end, l'Est Tonnerre a été surpris à domicile par Espoir de Saval au score de 2-1. Il y a eu le 2-0, c'était donc du côté de Comé. Plus rien ne va pour cette formation de Rodio. Rodio a été battu par Énergie Football Club, score de 2-0. 2-2, c'est le score qui a sanctionné le match entre Soleil qui dispute désormais ses rencontres du côté de Lokossa. Lokossa ayant été utilisé la saison dernière par Lotopopo et puis Soleil se sont séparés sur le score nul de 2 buts partout. Pendant ce temps, Dadje s'est imposé, c'était face à US Baboni, 1-0. Dans la zone C, je le faisais constater tout à l'heure, il y a eu donc la première de Coton FC. Coton a été surpris hors de ses bases. Coton jouait contre Éternel Omnisport. C'était au stade René Plevendat Papa. Éternel s'est imposé par le score d'1-0. Aspak a été battu par Adidja qui s'y frotte, s'y pique 2-1. C'est le score qui a sanctionné cette confrontation entre l'association sportive du Port Autonome de Cotonou et puis Adidja Football Club. Upionem a été bouffé par AS Cotonou, 4-0. AS Cotonou, un club qu'on ne présente plus, qui essaie bien évidemment de se coller avec Coton FC. Et puis le 1 but partout, c'était entre AS Police et puis Sitatunga Football Club. Enfin, dans la zone D, JFFC et puis AS Wimap se sont séparés 2-2, 0 but partout. La GA Ketou et puis Yasvo on fait match nul, 1 but partout. La jeunesse sportive de Pobé, tenez-vous tranquille, Christian a battu les Dragons de Lomé, score 1-0. Vous le constatez, ça sent visiblement, et je l'ai dit déjà la semaine dernière, du roussi du côté donc de la Maison des Oranges et Noirs, le club le plus titré de l'histoire du football béninois. Mais là, ça ne va plus depuis le début de ce championnat à cette situation pas intéressante au niveau du club de la capitale. Assos a battu à Omnisport par le score de 3-1. En gros, 31 buts ont été marqués à l'occasion des 16 matchs disputés ce week-end, comme temps pour la 8e et avant-dernière journée de la phase aller de la Ligue professionnelle. Les dernières rencontres sont prévues pour cette semaine. Et puis juste après, Christian, ce sera la trêve. Mais en gros, on retient que du côté de la zone A, les Buffles sont toujours leaders. Du côté de la zone B, AS Tonnerre toujours leader malgré sa défaite. Cette formation peut se faire détrôner cette semaine. Coton FC toujours leader au niveau de la zone C. Puis enfin, dans la zone D, c'est bien Ayema qui reste leader, Christian. C'était en gros ce qu'il faut retenir en termes d'actualité au niveau du football béninois. Voilà, et puis les lundis, vous faites un zoom à Kimé sur les internationaux béninois. Exactement, on ne parlera pas de football béninois sans prendre des nouvelles de ceux des nôtres qui évoluent de frontières.
Ça nous permet donc d'aller nous intéresser à ceux-là qui ont été utilisés ce week-end. Du côté de la France, c'était bien ce vendredi, Christian Jordan Adeoti et puis Melvin Doremu se sont affrontés. C'était à l'occasion de la 16e journée de la nationale. Le stade Lavallois a battu Chambly par le score de 2-1. Les deux joueurs ont été utilisés par leurs entraîneurs respectifs. Youssoufa Soba était absent. Concarneau, actuel leader au niveau donc de la nationale, a battu l'US Boulogne par le score d'1-0. On était le vendredi. Le samedi, 48 heures en arrière, Steve Mounier a été titularisé. Il a disputé 77 minutes, c'était en Ligue 1 du côté de la France. Le stade brestois, vous l'avez appris, a été battu par Montpellier 4-0 et les 4 buts sont aussi 4 occasions manquées par le buteur béninois. Mais bon, on retient que tous les jours, comme le dirait l'autre, les jours n'ont pas été fructueux, notamment ce samedi pour Steve Mounier. David Kiki a été titularisé et Lokomotiv Sofia a battu Arda Kazali par le score de 2-0. On est en première division bulgare, c'était la 19e journée. Chabel Gomez absent. Amiens a battu Grenoble par le score de 4-1. C'est la Ligue 2 française et c'était la 18e journée. Mathieu Arlenvi remplaçant à la 55e minute Dijon. Et puis New York se sont séparés d'Ozado. 2 buts partout. Désiré Segbe Azanto titulaire. Il dispute 74 minutes. Dunkerque a été dominé par l'AJ Auxerre. 2-0, c'est la Ligue 2 française et c'était la 18e journée. Sartouni à la baie et puis Sissi d'Almeida, tous deux étaient absents. Valenciennes a courbé les chines devant Paris FC 4-1. C'est la Ligue 2 française et c'était également la 18e journée. Sebio Soukou, buteur à la 26e. Il permet donc à son club d'égaliser, d'assurer la parité. Après le premier but de l'adversaire, il sort à la 93e minute. Vous le constatez, Holstein et puis Sandhausen se sont séparés d'Ozado. 2 buts partout. Yohan Roche, titulaire, il sort à la 46e. Boulogne Sport et puis Adana Sport se sont séparés d'Ozado. 0 but partout. Michael Potin joue plus depuis plusieurs semaines déjà absent. Son club Menime Sport a fait match nul, 1 but partout. C'était en Ligue 1 turque et c'était la 16e journée. Le dimanche, c'était hier, Cédric Hontondi, toujours absent. Judel Dosso a été utilisé pour disputer, les dernières 30 minutes, puisqu'il est rentré à l'heure de jeu plus 6. Angers a été battu plutôt par Clermont Foot, un but à 0. Ça permet donc à ce club, à Clermont Foot, de souffler un tout petit peu et de se loin donc de la zone des relégables. Ce lundi, Olivier Verdon joue avec le Godoré, c'est en première division bulgare. Et puis on retiendra qu'Anan Tidjane et puis Khaled Adénon seront 2 Béninois qui seront sur les aires de jeu avec le club d'Oxa Katokopia, c'est en première division chypriote. Il s'agira donc de la 13e journée du côté donc de ce championnat. Christian Gros, voilà un peu la performance des Nôtres qui évoluent à l'extérieur et hors des frontières nationales. Justement, et toujours hors des frontières nationales, vous nous emmenez au Cameroun. Samuel Eto'o est élu patron de la fédération. C'est la grosse actualité. Samuel Eto'o, footballeur. Samuel Eto'o, joueur. Samuel Eto'o, international. Samuel Eto'o, capitaine. Samuel Eto'o, Christian, vous le voyez, point levé. Et depuis le samedi dernier, le patron de l'instance fêtière de football camerounais. Il est désormais le président de la FECAFOOT. Il a été élu dans les conditions que tout le monde connaît, à travers, donc, mettons quoi, Christian, une campagne très sulfureuse. Il a tenu bon, il s'est bagarré, il est descendu dans l'arène. Ça n'était pas évident, mais avec le soutien de tous ceux et celles qui pensent que désormais le football africain, le football camerounais a son destin dans les mains de Samuel Eto'o, eh bien, confiance renouvelée à ce joueur qui a battu donc Seydou qui a été aussi l'un des mentors de Samuel Eto'o. Mais bon, Christian, entre le tapeur dans le ballon, le buteur et puis le manager, eh bien, le fossé pour certains est bien grand. Mais bon, d'aucuns vous diront qu'il sait, eh bien, dans quoi il s'est lancé. Il est désormais donc le président de la FECAFOOT. C'est lui qui est l'interlocuteur premier du football camerounais. J'espère, et beaucoup attendent, qu'il fasse redorer le blason du football camerounais. Mais on retiendra désormais, eh bien, s'il y a un autre titre à ajouter, donc, je dirais, au palmarès de Samuel Eto'o, c'est qu'il est désormais, Christian,
le président de la Fédération camerounaise de football. Bon vent à Samuel Eto'o. L'autre compère également est en course pour la présidence du football ivoirien, c'est Didier Drogba. Là également, vous avez l'information relativement donc à ce que la FIFA et la CAF ont mis en place une commission, je dirais, de normalisation. L'actualité en ce moment, c'est de remettre les choses à l'endroit en attendant de savoir qui sera le président de cette instance fêtière du football ivoirien. Pour le moment, Samuel Eto'o lui montre la voie. Peut-être qu'il va inspirer bien d'autres internationaux à la retraite. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, c'est lui qui a enlevé le Graal. Et désormais, il est le président de la Fédération camerounaise de football. Christian, 53 minutes après 7 heures. C'était les sports. C'était les sports. Hakimi, merci beaucoup. Nous sommes lundi politique. Dans un instant, nous irons dans cette activité du parti Force Kouri pour un Bénin émergent vendredi et samedi dernier avec El Farouk Soumanou qui, dans la recomposition du bureau politique de cette formation politique de l'opposition, est élu donc deuxième adjoint au secrétaire exécutif national. Retour sur les moments forts de ce Conseil national et de ce congrès extraordinaire du parti. Quelles sont les grandes résolutions prises? Retour sur cette actualité avec notre invité. Vous restez avec nous, Hakimi Ousseni. Venez passer les fêtes avec nous. Venez, on vous attend. On vous attend sur votre nouvelle chaîne, Canal Plus Pop. On vous attend aussi sur Canal Plus Première. Et toujours sur les chaînes Canal Plus Sport. Pour vibrer ensemble. Pour rire ensemble. Et pour passer les fêtes ensemble. En ce moment, chers abonnés, Canal Plus a un cadeau pour vous. Dès votre réabonnement, profitez de 15 jours offerts à tout Canal Plus. Pour célébrer, s'émerveiller, passage en vitesse, Mac Noël. Redécouvrir toute la richesse de nos programmes et partager toujours plus de moments avec vos animateurs préférés. Venez, on vous attend. On va passer Noël. Alors, n'attendez plus pour vous réabonner. Attention, attention. La Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. LBM, notre passion vous transporte. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Le plateau de la discussion sur Actu Matin avec notre invité politique de ce lundi qui nous vient du parti Force Kouri pour un Bénin émergent, El Farouk Soumanou, bonjour. Bonjour Christian. C'est un plaisir de vous avoir en plateau ce matin. Vous êtes élu deuxième adjoint au secrétaire exécutif national de votre formation politique, Ouahab Ali Para, Hakimi Ousseni. Et vous, Herman Anyamoussou, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci Christian. Voilà, à plusieurs reprises en plateau, nous avons échangé.
sur les questions politiques, notamment les formations politiques. On s'est plusieurs fois posé la question de savoir, mais où est-ce qu'ils sont passés sur la scène? Nous avons eu deux formations politiques en activité le week-end, les démocrates et la Force Ouvrière pour un Bénin émergent, qui en 48 heures a tenu son conseil national et son congrès extraordinaire qui a abouti à la prise d'un certain nombre de décisions. On va y revenir. Une intense activité politique pour annoncer 2023, doit-on dire? Rabadi Klara? Oui, intense activité politique qui était, je dirais, nécessaire pour ne pas dire indispensable pour le parti Force Corée pour un Bénin émergent. Vous faisiez tout à l'heure constater qu'il y a eu tout un silence au sein de ces partis, même si les deux ne sont pas comparables. Quand je parle de comparables, en termes d'animation de la vie politique, il n'y a pas à faire une comparaison entre les démocrates et le parti FCBE. On a vu FCBE depuis les dernières élections communales, l'élection présidentielle et leurs différentes sorties plus tard. Même si on aurait souhaité que FCBE, n'est-ce pas, même s'il n'est pas au pouvoir, puisse animer la vie politique telle qu'on connaissait FCBE par le passé. Mais le contexte n'est pas le même. Les réalités ne sont pas également les mêmes. Donc, c'est une sortie, sinon une double sortie du parti Force Corée pour un Bénin émergent pour venir, je dirais, recentrer le débat. Les différents commentaires qui ont été faits sur ce qui se passe dans les intestins du parti FCBE, c'est-à-dire à l'intérieur du parti, les démangeaisons par ici, les questions de démission, les raisons qui ont amené certains à partir. On pensait que FCBE n'a pas une bonne porte pour accueillir d'autres personnes. Mais attention, on a vu que le week-end, il y a d'autres qui ont quitté des formations politiques pour atterrir au niveau du parti Force Corée pour un Bénin émergent. Et dans la suite de nos développements, on reviendra, n'est-ce pas, sur les discours tenus au cours de cette... Parce qu'il y a il y a des propos qui ont été tenus où on a vu que FCBE, d'une manière ou d'une autre, est resté un peu dans son idéologie. Il y a un idéal que FCBE prônait déjà à partir de l'élection présidentielle. Ils reconnaissent être opposés au système Talon, au style de gouvernance du président Patrice Talon, mais l'attaque n'est pas avec violence. Il y a une certaine méthode, une manière de faire, une manière de positionner qui a été prônée, et donc on a senti ça également dans les discours. Il y a des choses qu'on reproche au régime, mais on a trouvé le style, la manière qu'il faut pour exprimer ces différences. Herman Anyamboussou, il est dit que le parti est en train de remettre les pendules à l'heure. Est-ce que les pendules étaient en retard? Oui, pour qu'il y ait un peu comment est-ce que le parti Force Corée pour un Bénin émergent a essayé de traverser certaines périodes, on peut maintenant dire, sans risque de se tromper, que effectivement FCBE est en train de remettre les pendules à l'heure, parce que n'oubliez pas, et il en a fait cas d'ailleurs, les démissions qu'il y a eu au sein des Forces Corée pour un Bénin émergent. On nous dira que les démissions ne sont pas en masse, que c'est peut-être les têtes de pont qui ont démissionné sous une certaine pression que nous ne maîtrisons pas, mais que les militants à la base sont restés fidèles à ce parti. N'oubliez pas que FCBE, c'est quand même un parti qui a gouverné le pays il y a quelques années. Et donc, il y a encore certains ténors qui sont là et qui tiennent à cette formation politique-là, parce que pour ceux-là, FCBE, c'est leur âme. Je pense que c'est aussi une équipe qui est restée au pouvoir, et donc qui sait à un moment donné réajuster les choses. Et c'est aussi ça, une formation politique, c'est pouvoir prendre de la graine dans ce qui n'a pas marché pour pouvoir évoluer. On a eu, au cours de ce conseil extraordinaire ou congrès extraordinaire, on a eu des adhésions qui ont été notées au sein de ce parti politique-là. Mais toujours est-il que ce à quoi on attendait, ou le terrain sur lequel on attendait FCBE, on ne l'a pas souvent vu. On attendait FCBE dans des propositions alternatives pour dire attention, nous avons fait telle chose en son temps, et des propositions. Nous avons fait des propositions, nous avons fait telle chose en son temps, ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas si, et donc nous proposons telle autre chose. On ne voit pas encore FCBE dans ce rôle-là. Je pense que c'est peut-être à ce niveau que la présence du Sénat 2, c'était l'exécutif national 2, pourra nous donner quelques éléments. Akimé. Oui, Christian. Oui, sur cette activité de la FCBE qui se relance, je dirais, dans le débat politique, pour dire que le parti n'intervenait pas. Ils l'ont rappelé tout à l'heure, il y a eu des prises de position, mais ce n'est pas ce que beaucoup espéraient. Est-ce que ça va changer?
Est-ce que ça va changer? Peut-être que l'invité nous dira si ça changera. Mais c'est un constat qui n'est peut-être pas forcément trop partagé par les ténors de la force groupe Bénin émergent. Parce que vous vous rappelez ici, la semaine dernière, quand on recevait Samuel Odio, je crois que c'est bien ça, il a mis un peu l'accent sur les éléments motivants de la tenue de ces deux activités. Il y a d'abord le CN et 24 heures plus tard, il y a eu le congrès extraordinaire. C'était évident que la force groupe Bénin émergent avait dans les cordes de remembrer la formation politique parce que le 27 juillet dernier, il y a eu la démission de la présidente d'honneur du président, de l'ex-président Bonigayi. Et donc, le parti a fonctionné sans un président d'honneur. Donc, il est de notoriété qu'on puisse pouvoir ce poste. Il y a eu d'autres responsables aussi qui ont fini par créer leur formation politique. Et comme la nature aurait du vide, il fallait remettre les choses à l'endroit. Les deux activités, celle donc du Conseil national et du Congrès exécutif, ont consacré, je dirais, la dynamique nouvelle impulsée à la formation, parce qu'il fallait aussi d'autres personnes qui ont certainement fait preuve d'une certaine fidélité, d'une certaine capacité à faire conduire la BAC Force Groupe Bénin émergent. C'est pour ça que le candidat à la présidentielle dernière, je veux parler de Alassane Soumana Dimba, a été désigné pour être désormais le président d'honneur de cette formation politique. Et dans la foulée, on a trouvé dans les compétences de notre invité ce matin la possibilité pour lui de porter la parole, autrement d'être, je dirais, le CN2, c'est ça, le Sénat de la formation politique. Parce qu'en lui, on pense qu'il y a des choses encore qu'on peut véritablement tirer pour dynamiser la formation. L'un mis dans l'autre. Je vous avais dit ici la semaine dernière que 2023 se prépare. Et la dynamique est nouvelle. La manière dont les choses se faisaient par le passé, ça n'est plus forcément ça. Comme le dirait l'autre, lorsque vous êtes dans une cour, vous vous rendez compte que les modus qui avaient été utilisés ne sont plus productifs, il faut peut-être les changer. J'estime que c'est peut-être la dynamique nouvelle de la force groupe Bénin émergent, mais de toute évidence, c'est que après les différentes échéances électorales, après la casquette que porte désormais la force groupe Bénin émergent comme étant la force première de l'opposition, parce que les résultats les ont crédités de la sorte, c'est qu'il est évident qu'on puisse véritablement voir quels sont les éléments nouveaux que cette formation politique apporte dans l'animation de la vie politique nationale. Je crois que c'est sur ces leviers-là que l'invité nous dira ce qui sera nouveau au niveau de cette formation, sinon que l'actualité, celle qu'on connaît, on l'avait déjà dit ici, ce sont les démissions au niveau de la force groupe Bénin émergent. Et la force Kouri a recruté la semaine dernière officiellement. C'est quoi la dynamique nouvelle? Je l'avais dit, les différentes mairies qui sont tenues par la force Kouri Bénin émergent. Comment est-ce que ça se gère en ce moment? Est-ce que la collaboration est beaucoup plus facile? Est-ce que, comme l'a dit Samuel Odio, on continue toujours pas à débaucher parce que ce sont ces termes. Un coup de million, il faut le rappeler, c'est ce qu'il a dit. Je ne pas des espèces sonnantes et trébuchantes, mais il a fait constater que ça débauche. Est-ce qu'aujourd'hui, Soumana Farouk rassure qu'on ne débauchera plus parce que ceux qui sont là ont été suffisamment moulés dans le marbre de l'idéologie de la force groupe Bénin émergent, les questions viendront de part et d'autre, et puis l'exercice va se faire. Voilà, et l'exercice a démarré. La question, on commence par celle de Hakimé. Est-ce que, au sortir de ces travaux, vous rassurez déjà que vos militants ne seront plus débauchés à coups de millions et qu'ils vont continuer le combat avec vous jusqu'en 2023 et plus? En attendant de revenir maintenant sur les véritables conclusions de vos sorties. Bien, merci. Non, vous rassurez, je ne suis pas Dieu. Il n'y a pas... on n'a pas encore inventé le sincéromètre pour que je vous dise que je suis rassuré ou qu'il n'y aura plus de débauchage. Puis ce n'est pas nous qui débauchons. Donc c'est ceux qui débauchent, notamment les partis de la mouvance présidentielle, qui curieusement ont déjà la majorité des mairies, 72, 77. Ils ont la majorité des conseillers, des élus, et curieusement, nous avons du mal à comprendre pourquoi ils vont rechercher les conseillers. Ils sentent peut-être qu'il faut combler. Non, pour nous, c'est que les gens sont dans une stratégie d'avoir des conseils communaux monocolores après un parlement monocolore. Et là, nous avions rassemblé nos militants, nous avions parlé avec les conseillers, ils nous ont rassuré ceux qui sont là. Tous les maires restants étaient présents à ce congrès. Ils ont fait même la plupart leur entrée dans le bureau exécutif national. Ils nous ont rassurés. Et comme je le dis, il n'y a pas de sincéromètre. Nous allons suivre. Ce qui est sûr, au cours de ce congrès, nous avions déjà dénoncé
ce processus de déstabilisation du parti FCBE, nous avons lancé un cri d'appel au chef de l'État, qui est l'initiateur, n'est-ce pas, de la réforme du système partisan, afin d'attirer son attention sur le comportement des partis qui se réclament de lui et qui, manifestement, malgré qu'ils ont déjà la majorité partout, tentent, n'est-ce pas, d'avoir des conseils communaux monocolores, ce qui est, disons, ce qui serait un point noir pour la démocratie, parce qu'une démocratie sans l'opposition n'est pas une démocratie. Et donc, nous espérons quand même que ça va s'arrêter, puisque d'ailleurs, nous avons fait une motion de protestation et nous avons demandé à ce que ça s'arrête et que le chef de l'État puisse, n'est-ce pas, rappeler sa troupe à l'ordre et que, n'est-ce pas, les textes soient respectés. Parce que le système partisan, entre autres, la réforme qui a été faite, c'était entre autres de mettre fin, n'est-ce pas, à la transhumance politique. Curieusement, on constate que cette transhumance politique s'active un peu plus. Et nous nous disons que si tant que les gens sont libres de démissionner, d'aller là où ils veulent, il va falloir que lorsqu'ils démissionnent d'un parti par lequel ils sont passés pour devenir conseillers, on puisse leur retirer le mandat de conseil et que leurs suppléants prennent leur place. Et si c'est le titulaire et le suppléant qui ont démissionné, qu'on puisse déclarer ce poste-là vacant et que la Sénat puisse avoir les moyens de reprendre les élections dans cette zone pour qu'on puisse voir si FCBE, qui avait le siège, n'est plus en place, ou bien si c'est un autre parti qui prend le dessus. Donc, pour 10 cours, je ne saurais vous rassurer. Parce que nous savons déjà que, par la méthode peu orthodoxe, par des moyens colossaux, les partis de la mouvance continuent de courir derrière nos conseillers. Il y en a qui résistent jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'ils pourront rester jusqu'au bout? Mais ce qui est important, c'est que nous avons constaté qu'au-delà de ces débouchages, les militants sont en place, nos structures sont en place, et nous sommes sereins. Voilà, une certaine sérénité. Vous avez travaillé alors, vous parlez de sérénité, mais pourquoi avez-vous travaillé à rebattre les cartes? C'est vrai qu'il y a eu des démissions, à commencer par l'autre premier responsable, pour ne pas dire son nom, c'est Boli Ayi, oui. Entre-temps un président d'honneur de cette formation politique qui est parti. Vous avez pourvu à son remplacement. On se pose la question de savoir pourquoi le choix spécifique de Alassane Soumane Demba pour remplacer Boli Ayi. Oui, pourquoi le choix de Alassane Soumane Demba? Vous savez, il a été le candidat à la présidentielle et nos textes demandent d'accorder, n'est-ce pas, ce titre de président d'honneur à toute personnalité qui apporte son soutien, aussi bien moral que financier, à la gestion du parti. Et pour ces élections présidentielles, et même pour les communales, il faut dire que le président Alassane Soumane a été l'un des bras financiers de ces activités. Et aujourd'hui, après cette expérience qu'il a eue à la présidentielle, je crois que les congressistes ont pensé que, puisque le poste de président d'honneur était vacant, il fallait, n'est-ce pas, le proposer à ce poste, ce qui a été fait et le Congrès l'a adopté. Et de façon générale, il fallait faire ce réétoffement. Je crois que Hakim l'a dit rapidement. Vous savez, on était un bureau de 77 membres. Et dès le premier coup, après le départ du président d'honneur, l'ancien président d'honneur Boni Ayi, il y a eu des démissions de gens qui ont créé le Parti Les Démocrates. Après cette démission, nous avons toujours le quorum. Le quorum était là, on avait le nom qu'il faut pour fonctionner. Parce que vous savez, pour prendre certaines décisions au niveau du parti, il faudra que le bureau exécutif national ait un quorum. Mais après la présidentielle, on a connu le départ du Sénat 1, Théophile Yarou, qui est parti avec 4 ou 5 membres du bureau. Et donc, ça a diminué ce quota. Donc, rapidement, pour rester dans les normes, il fallait procéder à certains réajustements. Et nous avons profité également pour parler un peu de l'actualité politique, pour revigorer les militants par rapport aux législatives qui s'annoncent. Donc, tous ces faits faisaient quand même qu'il fallait procéder à des remplacements pour que quand même le bureau exécutif national ait le quota nécessaire pour continuer à prendre des décisions conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur. Est-ce que ça n'embête pas, El Farouk Manou, que de parler des allées de première heure aujourd'hui, dans le passé, Boni Ayi, d'accord, mais vous avez quand même commencé une dynamique avec le Théophile Yarou et les autres, et puis certains même des démocrates. Comment est-ce que ça se gère quand on reçoit des coups comme ça, El Farouk Manou? Non, comment ça se gère? Bon, moi je pense qu'en politique, il faut s'attendre à tout. Lorsque vous êtes en politique, rien n'est acquis, il n'y a pas de jamais, il n'y a pas de... nous sommes sûrs, comme je le disais tout à l'heure. Je pense que c'est avec beaucoup de chagrin et beaucoup de douleur que nous avons vu tous ces collègues-là se retirer. Mais vous voyez déjà que certains qui ont créé d'autres partis suivent nos pas. Ils sont en train de suivre nos pas. Il y a un parti qui a déclaré son appartenance à l'opposition qui est, alors que nous l'avons fait plus d'1 an.
Le président d'honneur même qui a démissionné, vous avez vu, finalement, il est allé vers le président de la République. Alors que ce qu'on nous reprochait, nous, simplement, c'est d'avoir pris part, n'est-ce pas, à une réunion politique, à un dialogue politique qui pourtant a abouti à la prise d'une loi d'amnistie et qui a permis de sortir plusieurs prisonniers. Aujourd'hui, nous constatons effectivement que toutes ces personnes-là, dans leur discours aujourd'hui, reconnaissent l'autorité du chef de l'État actuel, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'ils étaient dans une opposition dite radicale. Alors que nous avons pris l'option d'être dans une opposition modérée, c'est-à-dire une opposition, pas d'une opposition va-t-en-guerre, une opposition qui observe, qui analyse, qui réagit lorsqu'il faut réagir, et qui ne réagit pas à tout moment par des communiqués à toutes les secondes, mais sur tous les sujets qui parfois n'ont pas d'importance. Donc moi je pense que c'est difficile comment nous gérons. Mais nous avons quand même de bonnes relations, hein. Nous continuons à échanger, et puis bon, mais nous espérons que comme l'a souhaité le Congrès, tous ces partis-là vont se retrouver au sein, n'est-ce pas, d'un cadre de concertation des partis de l'opposition, afin que dans la diversité, nous puissions agir dans l'unité d'action. D'accord. Oui. On note tout simplement que FCBE, en dépit de tout, essaie de se remettre des difficultés traversées. Désormais, l'absence de Boni Yayi en tant que président d'honneur est rangée dans le passé, n'est-ce pas? Les dissensions au sein du parti, n'est-ce pas, sont derrière eux, même si un parti politique travaille à faire des multiplications et des additions, une réalité, à l'effet donc d'ignorer, dois-je dire, les divisions et les soustractions. Maintenant, dans un cas comme dans l'autre, il y a 2023 qui est là. Après cette rencontre à Dassa-Zoumer, ou cette double rencontre à Dassa-Zoumer, où FCBE a essayé de procéder au remembrement du parti, à coller les morceaux, si on peut le dire. Moi, je m'en vais faire cette question à El Farouk Soumanou. Comment vous voyez les différents défis qui sont devant vous désormais? Et quels sont ces défis? La nature des défis, comment vous les appréciez? Non, d'abord, le premier défi que nous avions est d'assurer, n'est-ce pas, la crédibilité de la démocratie dans notre pays, en restant partie de l'opposition. Parce que lorsqu'on a géré le pays pendant 10 ans et qu'on paye une élection, la place de celui qui paie d'abord, c'est d'animer l'opposition politique. Nous avions vu... Automatiquement. Lorsque vous payez l'élection, par rapport à quelqu'un, à un challenger, surtout quand vous sortez de la gestion, surtout que c'est vous qui avez géré le pays pendant 10 ans. Oui. La première position que vous devez occuper, c'est de l'opposition, parce que vous devez d'abord défendre les acquis qui sont les vôtres, et après, dans l'évolution, c'est à vous d'apprécier la manière dont la gestion se fait pour savoir s'il faut changer de position ou pas. Nous avions constaté, nous avions réaffirmé que notre parti était ancré, n'est-ce pas, dans l'opposition. Donc c'est le premier défi, et je crois que les militants l'ont compris. Le second, c'est... disons, participer aux prochaines législatives et faire en sorte que l'opposition soit représentée, n'est-ce pas, au Parlement. Et par rapport à ça, au cours de ce congrès, nous avions pris beaucoup de résolutions, notamment, nous ne pouvons pas tout étaler sur la place publique, mais nous avons fait une motion, disons, de mise en garde déjà à la Sénat, pour que pour les élections législatives qui à venir, la Sénat puisse faire en sorte que ces élections soient des élections, n'est-ce pas, transparentes. Et nous avons également appelé nos militants, n'est-ce pas, à plus de militantisme. Parce que juste là, le parti a fonctionné à la difficulté au niveau des finances. Et la plupart de nos militants, souvent, n'ont pas le réflexe d'aller payer leurs cotisations. Donc nous avons fait une certaine sensibilisation, nous avons défini des stratégies et nous avons adopté des mécanismes qui nous permettent, n'est-ce pas, d'avoir un peu plus de ressources en dehors, n'est-ce pas, de financement public. Donc ça, c'est surtout même le plus grand défi pour nous. Et il faudra forcément que nous soyons prêts. Parce que si nous sommes absents du Parlement, nous ne pouvons pas nous faire entendre. Oui. La preuve est qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent au Parlement, des lois sont votées, et nous n'avons pas la possibilité de donner notre point de vue. Donc, je pense que ça, c'est les deux grands défis qu'il faut retenir à travers ces élections. Le reste, c'est que, bon, par la suite, nous avons décidé de prendre part. C'est un défi pour nous de prendre part à toutes les élections à venir, notamment les élections groupées qui vont être organisées en 2026 et de préparer naturellement un candidat dans la perspective de prendre le pouvoir en 2026, puisque le président actuel est dans son deuxième et dernier mandat. Nous espérons qu'en 2026, contrairement à ce qui s'est passé en 2021, le peuple croira un peu plus en nous et nous fera un peu plus confiance
et que nous allons pouvoir accéder, n'est-ce pas, au pouvoir. Vous êtes en train donc de retrousser les manches maintenant, puisque 2026 passe forcément par 2023. Oui, Herman Parfait Anembossou, lorsque vous lisez un peu l'organisation que FCBE se propose de faire avant 2023, est-ce que vous trouvez là qu'il y a un certain travail de fond qui a été fait au cours des 2 dernières activités d'Assazouma? Oui, ce qui est clair, un travail de fond a été fait, sans quoi nous n'aurions pas assisté à cette nouvelle recrue au sein des forces correspondantes émergentes, François Diou qui est revenu. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres gars qui sont revenus également. Et donc ça montre qu'il y a un travail de fond qui est fait. Et surtout qu'on n'a pas compris ce silence du candidat malheureux à l'élection présidentielle dernière. Au lendemain de la proclamation des résultats, on a même pu constater, on a pu noter, on a pu supputer en se disant qu'il a pris ses distances vis-à-vis de forces correspondantes émergentes. Et même celui qui est en plateau ce matin, on ne l'a plus vu comme ça prendre certaines positions. C'est vrai, pas de petits commentaires. Et donc on se demandait ce qui se passait bien au sein de ce parti-là. Heureusement, ils ont pu ressouder les liens. Mais la question fondamentale, c'est de savoir, c'est vrai, il n'y a pas de sincéromètre, mais il y a au moins l'assuromètre. L'assuromètre, c'est de pouvoir dire à ses militants, et nous vous rassurons que quand les choses vont commencer par tomber comme cela se doit, vous aurez aussi votre part pour qu'ils évitent cette rivière-là, parce que la biche, il l'a dit sur le plateau, la biche va à la rivière, parce que la rivière, il y a beaucoup d'eau, il y a même quelques éléments aussi au niveau de la rivière. Donc, c'est comment vous faites pour que les démissions ne puissent plus tomber n'importe comment, parce que est-ce que dans votre parti il est prévu un mécanisme quand la personne a dit je démissionne? Est-ce qu'il y a un cas de concertation pour amener la personne, le militant ou l'acteur politique a dit non, on veut revoir votre position, pour que peut-être on a eu sur ce plateau ici quelqu'un qui a démissionné d'un parti politique et on lui a dit non, s'il vous plaît, votre démission n'est pas acceptée et préparez-vous à occuper d'autres fonctions parce que le futur est radieux. Et donc effectivement, quand on a eu ça, on n'a plus entendu l'individu ou le militant revenir sur la scène et dire non, je démissionne malgré tout. Non, il est resté là tranquillement et les choses sont posées. Qu'est-ce que vous faites au sein de ce parti? Il a accusé réception. Comment vous faites de ce parti-là pour que des gens ne puissent pas démissionner à n'importe qui? Voilà. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas facile de faire de l'opposition. Il y a certains, parce que l'opposition ne peut pas faire de nominations, l'opposition n'a pas de postes, n'a pas de DG, n'a pas de ministre, n'a pas de responsable politique au haut niveau pour positionner des gens. Il se fait que, bon, il y a certains qui sont pressés, qui ont des opportunités, ou alors on leur fait voir, n'est-ce pas, le paradis, et qui sont obligés, n'est-ce pas, d'aller vers la mouvance présidentielle. Ce que nous faisons, nous discutons avec les gens. Nous discutons sérieusement. Quand je prends le cas de Copargo, où nous avions les 9 conseillers ont déclaré leur démission, ça a été la plus grosse surprise parce que il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur le plateau. Mais on peut dire au FCBE tout sauf Copargo. Tout sauf Copargo. Nous savons ce que nous avons fait au conseil de Copargo. Et presque tous ces conseillers qui démissionnent, ils se sont fait élire avec les ressources du parti FCBE. C'est pour ça qu'il dit, nous sommes un parti vraiment où il y a de la démocratie. Nous ne sommes pas là pour forcer quelqu'un à partir. Je vous donne des exemples aujourd'hui. Quand vous prenez par exemple le président Abdoulaye Biotchane, il a fait 10 ans dans l'opposition. Il n'est pas mort. Mais quand l'heure a sonné, il est venu au pouvoir. Aujourd'hui, il a le pouvoir et puis pour installer ces gens. C'est ce genre de discours que nous avons tenu aux militants. Non, il a fait 10 ans d'opposition. Soyez patients. Et si vous êtes vraiment des militants, restez là où vous êtes. C'est vrai que ce n'est pas facile, quand on a goûté au pouvoir pendant 10 ans, de rester dans l'opposition. Donc nous parlons, mais ce que les militants peut-être attendent, ces conseils attendent, et que nous n'avons pas, c'est de mettre la main à la poche. Ça, on ne peut plus le faire. Nous n'avons pas ces moyens-là, contrairement à ceux qui sont en face. Parce que sur un financement public de 1,5 milliard accordé aux 3 partis, le parti n'a que 129 millions. Compte plus de 1,3 milliard pour les partis de la majorité présidentielle. Oui, c'est au prorata nombre d'élus que vous avez. Au prorata nombre d'élus que nous avons ça. Et vous savez que pour que nous descendons là, Akimi ne me démentira pas. C'est d'abord le premier coup que nous avons reçu après le dépôt de la liste communale, où nous avons fait une liste consensuelle avec ceux aujourd'hui qui se réclament du Parti des démocrates. C'est ensemble que nous avons fait la liste. Et dès que nous avons déposé la liste, nous avons été frappés par la démission de l'ancien président d'honneur. Ce qui nous a fait que nous n'avons pas eu le nombre de... Ça vous a fragilisé. Peut-être que si on n'avait pas fait une liste commune, on aurait positionné d'autres personnes qu'on aurait plus. Donc, ouais, même chose à la présidentielle. Le duo FCBE était échelé.
On n'a vu aucun parti dit de l'opposition radicale ou autre nous venir à l'aide. On est allé seul, on est allé nous battre, on a eu le résultat que vous connaissez, nous l'avons accepté et nous avons dit, bon, la lutte continue. Donc, nous n'avons rien à proposer aux gens. Quand je leur dis, soyez patients, travaillez, nous viendrons au pouvoir. Nous viendrons un jour au pouvoir. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne pouvons pas dire que nous allons venir en telle année. Mais soyez sereins, travaillez. Nous avions parmi nos cas des agents permanents de l'État. Je vous dis tout à l'heure que nous n'intervenons pas, mais nous intervenons. Ce que je vous ai dit tout à l'heure en séance, en début de séance, c'est que FCBA a pris l'option de ne plus parler ouïa-ouïa, n'importe comment. Parce que parfois, il y a une discipline de groupe. Et quand il y a un sujet, nous analysons, nous attendons d'avoir tous les éléments autour. Aujourd'hui, quand on parle des détenus politiques, des prisonniers et autres, les gens oublient que le parti FCBA est le premier à avoir fait cette demande-là. Nous étions en pré-campagne, quand par exemple Manari qui a été arrêté, nous étions dans le Mouno, et le président Djiba du Mouno avait lancé un appel, avait demandé sa relaxation immédiate. Les gens oublient que FCBA a milité dans ce pays pour le vote d'une loi d'amnistie et que près d'une centaine de prisonniers ont été libérés et que l'ancien président de même, on a arrêté toute procédure contre lui. Donc nous sommes dans une dynamique où nous avons dit il ne s'agit pas de faire donc de l'opposition sauvage. Nous sommes des Béninois, nous devons rester à l'intérieur. Mais Hakim a dit un aspect que je voulais relever. Je crois que nous, notre rôle en tant qu'opposition, ce n'est pas de faire des propositions au gouvernement. Non. Il y a peut-être des sujets sur lesquels, peut-être des sujets à caractère national, ou bien des sujets particuliers sur lesquels on peut dire attention, si vous faites comme ça, c'est mieux. Mais notre rôle, nous, en tant qu'opposants, c'est d'observer, de critiquer, de dénoncer. Mais nos propositions, nous devons les réserver pendant que nous allons aux consultations électorales. Parce que si nous faisons des propositions et que le régime au pouvoir doit prendre nos propositions pour se corriger, après nous viendrons au pouvoir. Alors, est-ce que n'est pas contradictoire cette idéologie que vous voulez mettre en place, alors que les textes prévoient qu'en tant que chef de file de l'opposition, c'est vous qui avez la casquette désormais, qu'en tant que chef de file de l'opposition, le chef de l'État consulte le chef de file de l'opposition sur les sujets d'intérêt national, des sujets qui engagent l'État. Est-ce que quand on va consulter Paul Humpé en tant que chef de file de l'opposition sur certains sujets, on veut son avis, ses propositions, il va s'abstenir de donner... Non, pas du tout. Il donnera bien sa position. Ça, c'est clair. Et juste là, je n'ai pas encore connaissance d'une consultation du chef de l'État au chef de l'office de l'opposition. Il est là, il attend, il est dans son rôle, il essaie, n'est-ce pas, de donner corps à son statut de chef de l'office de l'opposition, parce que c'est une première, on peut dire, au Bénin. Donc, si le chef de l'office de l'opposition est consulté par le chef d'État sur des sujets à caractère national, il donnera son point de vue. Donc, pour l'instant, vous allez juste critiquer, vous nous ferez des propositions que quand on va vous consulter. Ah oui, mais ce n'est même pas une affaire de FCBE, même en sciences politiques, vérifiez. Le rôle de l'opposition, ce n'est pas de faire des propositions sur le champ au régime en place. C'est les partis qui soutiennent l'action du gouvernement, c'est eux qui doivent faire la promotion des actions et soutenir l'un. Mais si nous, c'est ce que je dis, si FCB doit dire, bon, écoutez, ça là, c'est pas bon, faites comme ça, mais quand est-ce que nous venons au pouvoir? Parce que le régime en place va nous corriger. Et puis vous faites de l'idéal qui consiste à dire que tous les fils et toutes les filles de la nation sont appelés à construire le pays. Pourquoi certains sont devant, n'est-ce pas? Ils sont en train de construire et que vous voulez vous limiter juste à montrer les insuffisances sans faire des propositions, c'est-à-dire sans apporter votre contribution. Notre contribution, déjà, c'est de critiquer, de dénoncer. Ça, il pose des actes, peut-être il pose des actes qu'ils considèrent comme bons, mais nous sommes là pour critiquer et dénoncer. C'est le cas, par exemple, du système partisan, ce que nous dénonçons. C'est votre contribution, ça? Oui, c'est une contribution. Il n'a pas que ça. Il a sur plusieurs sujets, nous avions réagi. Parce que si vous avez un sujet où on n'a pas réagi, il faudra me le dire. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Vous savez bien que ce que les gens attendent, c'est de voir le chef de l'office de l'opposition, mais le parti FCBE, faire une conférence de presse, tonner pour qu'il y ait relais. Mais vous êtes là. C'est à quoi vous nous avez habitués. Vous savez bien que la conférence de presse, vous connaissez le coup. Dites aux téléspectateurs ce que ça coûte une conférence de presse. Nous avons trouvé, vous n'avez pas les moyens. Il faut le reconnaître que nous n'avons pas les moyens. Vous avez vu la présidentielle, nous n'avons pas été capables de mettre des représentants dans certains bureaux de vote. Nous avons eu des propositions ou des promesses de soutien qui, à la dernière, ne sont pas arrivées. Et nous sommes allés avec les moyens de bord, espérant que bon, le peuple, si le peuple avait vraiment ne voulait plus du régime en place, le peuple allait sortir massivement et voter autrement. Si le peuple ne l'a pas fait, c'est parce que le peuple a voulu que le président Talon continue. Et il est là, on assume, et puis on attend les prochaines consultations. Donc nous avions réellement des difficultés au niveau des ressources. La plupart des responsables, des hauts cadres, des anciens ministres et autres, les peu de ressources qu'ils ont pu économiser dans leurs fonctions,
depuis 6 ans. C'est épuisé. C'est pour ça qu'au cours de ce congrès, nous avons fait appel aux militantistes en demandant aux militants de faire l'effort de payer leurs cotisations pour que nous ayons des ressources pour que, aux législatives qui viennent dans 12 mois à peu près, nous ne soyons pas, n'est-ce pas, derrière et que nous puissions avoir un certain nombre impressionnant de députés à l'Assemblée nationale. Au-delà des moyens pour les législatives prochaines et des années plus tard, les élections générales, dites-nous, est-ce que à l'occasion du Congrès, du Conseil national et du Congrès exécutif, est-ce que vous n'avez pas pensé, mettons quoi, aux tests qui régulent l'organisation de ces élections? Parce qu'il y a aussi le pourcentage qui demande de est passé par là. Est-ce que le sujet a été... Le sujet a été débattu. Il y a même une communication qui a été faite par le professeur Alain Adiou, une communication qui a décortiqué les pièges, les insuffisances, les non-dits de ces tests-là. Il a fait un exposé brillant. Et c'est pour ça, je vous disais tout à l'heure, que nous avons fait une motion en direction de la Sénat pour attirer l'attention de la Sénat sur ces insuffisances et demander à la Sénat d'être éveillée. Nous avons également, de façon générale, lancé une motion en direction, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale monocolore qui est là, afin que quand même certaines insuffisances de ces lois-là puissent être corrigées avant les prochaines joutes. Parce que quand on peut par exemple le parrainage, si le parti FCB n'a pas souhaité pendant longtemps intervenir sur ce sujet, je l'ai dit peut-être sur votre plateau ici, c'est parce que c'est le parti FCB qui a proposé le parrainage au dialogue politique et avait demandé qu'on réduise disons, la caution de participation de 250 millions à 50 millions, ce qui a été accepté. Et cette proposition même que le parti FCB a défendue est une ancienne idée de l'ancien président d'honneur, Boni Yayi, à d'autres occasions que nous avons remis sur la table. Mais dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, de ce système de parrainage, il y a eu quelques problèmes. Donc, il y a des choses à corriger. Et je pense que nous avions échangé, nous échangeons aussi avec les députés la mouvance présidentielle qui reconnaissent quand même qu'il y a des choses à corriger. Donc, notre motion vise à attirer l'attention, n'est-ce pas, de l'Assemblée sur ça. Et surtout, elle a dit, c'est vrai, l'Assemblée, elle est monocolore. Mais il faudra que le président Vlavonou, sur certains sujets importants, puisse au moins prendre le soin de consulter pour savoir si, pour avoir la contribution sur l'appui d'un certain nombre de lois, parce qu'à eux seuls, ils ne sont pas intelligents. Il y a des idées, il y a des idées qui peuvent venir, n'est-ce pas, de l'opposition, qui malheureusement est absente au niveau du Parlement. Parlant justement de ces idées, dites-nous, El Farouk Ousmane, pendant que nous y sommes, la force que le point bien émergent, c'est bien évidemment 2023, d'accord, vous avez mis l'accent tout à l'heure sur les lois que vous espérez seront toilettées, c'est un espoir. Si ça n'était pas fait, comment est-ce que vous comptez affronter ces jours électoraux? Non, de toute façon, je vous ai dit qu'il y avait une motion tout à l'heure au cours de ce congrès-là, une motion qui a demandé aux partis, quelles que soient les difficultés, les barrières placées devant le parti, à instruire le bureau politique de faire l'effort de participer aux différentes élections. Dans le cas précis, au moins nous avons la chance, cette fois-ci, que le chef de l'opposition a désigné quelqu'un qui siège au conseil électoral. Même s'il est seul contre 4, c'est déjà quelque chose. Dans l'autre Sénat, c'était un Sénat complètement monocolore. Donc, à défaut que ces tests-là soient corrigés, je crois qu'avec ce représentant-là, au moins, nous avions espoir, toujours l'espoir. Vous avez un œil dedans. Ouais, d'avoir un œil dedans et, n'est-ce pas, de pouvoir changer les méthodes. Ensuite, nous avons beaucoup tiré le son des élections présidentielles, des élections communales. Je vous ai dit que nous n'allons pas tout étaler ici. Nous avons nos stratégies. Je crois que aux législatives, ce serait ton pied, mon pied, ce serait ma cage à la culotte. Et nous pensons que si effectivement les militants sortent pour voter pour nous, je pense que nous allons créer la surprise au niveau. Et c'est pour ça d'ailleurs, au-delà de tout, le Congrès a fait une recommandation au secrétaire national pour lui dire de tout faire pour rassembler l'opposition, tout faire pour avoir un cadre de concertation de l'opposition. Parce que si sur certains sujets, nous allons en disperser, on n'est pas sûr d'avoir le résultat. C'est un peu le cas, n'est-ce pas, des détenus politiques et des condamnations. Si c'est dans l'unité d'action qu'on peut obtenir, n'est-ce pas, un résultat, la libération de ces prisonniers. Mais si d'autres ont le langage, n'est-ce pas, ordurier, et pensent que d'autres, qui sont plus opposants que d'autres, on ne peut pas avoir de résultats. Alors, donc nous estimons qu'au niveau des partis de l'opposition, le parti MPL a été là, au parti de l'opposition, nous allons nous organiser pour faire en sorte qu'on puisse suivre le scrutin. Mais déjà, la présence d'un représentant du chef de file de l'opposition, qui est du FCB, Laura Gounoussani, au sein du conseil électoral, c'est déjà un pas. Et donc, mais nous espérons quand même que les parlementaires vont
corriger ce qui ne va pas afin que les élections législatives se passent très bien. D'accord. On va revenir, Christian, si vous permettez, à la question de la libération des détenus politiques, des condamnés, si vous permettez, n'est-ce pas? On se souvient que vous avez pris part au dialogue politique en son temps et que vos démarches, dois-je dire, ont abouti à une loi d'amnistie qui a permis la libération de certains détenus. Pour le cas du professeur Joël Aïvo et de Rekia Madougou, on a entendu Paul Rumpé à Dassazoumen se prononcer, souhaiter que le chef de l'État, Patrice Talon, puisse peser de son poids pour qu'il soit libéré. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a cette histoire de 2 poids, 2 mesures? Ce n'est pas trop une partie prise. Il y en a qui sont en prison, vous ne souhaitez pas leur libération, mais quand il s'agit de Rekia Madougou et autres, vous souhaitez la libération. Il y en a donc qui vous font ce genre de reproche. Quand on a voté la loi d'amnistie, est-ce que vous connaissez, il y a une figure de proue que vous pouvez citer parmi la centaine qui sont libérés. Ils ont été libérés. Tous ceux qui étaient détenus politiques ont été libérés. Il n'y avait pas de gens du calibre professeur Aïvo et professeur Madame Rekia Amadou. Mais c'est vrai qu'ici, quand même, ces 2 personnalités sont quand même des personnalités fortes de notre pays. Et donc, quand on parle de Rekia Amadou et de Joël Aïvo, on parle souvent de tous les détenus politiques. Quand nous intervenons, quand le secrétaire national Paul Rumpé est intervenu à Dassa, il n'a pas parlé que de ces 2-là, il a parlé de façon générale de la libération des prisonniers politiques, n'est-ce pas, et le retour des exilés. Ça a été donc une chanson que nous annonçons depuis. Mais vous voyez, parce que maintenant, pour ce qui concerne ces cas, la justice a fini son travail. Place à la politique. C'est-à-dire qu'il faut maintenant prendre la branche politique. Ça ne sert à rien de critiquer la décision qui a été prise, la justice est corrompue, non. La justice a fini son travail, parce que la justice c'est un autre monde. Chaque régime qui a eu dans ce pays a eu ses procès. Donc ce n'est pas une première. Maintenant, il faut prendre la branche politique. La branche politique, c'est de recourir, de demander l'indulgence du chef de l'État, qu'il utilise ses prérogatives constitutionnelles afin que, par une grâce, ou alors par le vote d'une nouvelle loi d'amnistie au niveau de l'Assemblée, on puisse relaxer ces camarades. Et ça, il faudra que, comme je le disais tout à l'heure, on soit unis. Parce que le problème, c'est quoi? D'autres demandent qu'on libère les détenus. Mais certains parmi eux, ou bien d'autres qui se réclament de l'opposition radicale, continuent de tirer à boulet sur le chef de l'État. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut faire preuve de docilité. Il faut faire preuve de docilité. Il faut avoir le profil bas, il faut aller négocier. Et moi, j'irai plus loin. Ça, c'est une réflexion, ce n'est pas la réflexion du parti, mais moi, je dis, il faudra qu'on pense à la prise d'une loi qui, disons, accorde une certaine immunité aux acteurs politiques en période électorale. Vous savez, à l'Assemblée, lorsque le député parle sous son mandat, tout ce qu'il dit, il a une certaine immunité. Il faudra une loi, pour ne pas dire, mais qui peut même aboutir à la création d'une cour de répression des infractions politiques. Parce que les actes posés par les camarades, c'est dans le cadre des activités politiques. Une loi qui, disons, accorde une immunité pendant la période électorale, ça peut être 3 mois avant et 3 mois après. Pourquoi dans cette période-là, vraiment les acteurs politiques aient une certaine immunité qui... Évidemment, cette loi va préciser les cas. S'il y a des preuves de terrorisme et autres, c'est autre chose. Mais je pense qu'il faut une loi quand même pour cadrer, n'est-ce pas, pour apporter une certaine immunité aux acteurs politiques. Parce que quand on est en campagne... Que le débat politique soit bien riche. Soit bien riche. Alors, 3 mois avant, 3 mois après, ça va être... Parce que quand j'aurais fini sur la question... Quand je le dis, par exemple, si je le dis, c'est quoi? Par cette loi, et s'il y a une cour de répression des infractions politiques, c'est que moi, j'aurais préféré, par exemple, qu'on dise que le professeur Joël Aïvo a été condamné à 10 ans d'interdiction de meeting, d'interdiction de réunion politique, 10 ans d'interdiction de participer aux élections, que de le voir croupi pour 3650 jours dans une cellule de 3 mètres carrés. Vous imaginez? Donc il y a les sanctions, ça pose un problème. Moi je préfère qu'on dise que Mme Rekia Amadou, pendant 20 ans, n'a pas le droit d'organiser une réunion politique, n'a pas le droit de faire une déclaration politique, n'a pas le droit d'aller aux élections, que de voir Mme Rekia Amadou passer près de 7000 et quelques jours en prison. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on ait une loi pour réglementer. Il faut des solutions politiques. Et j'espère que le chef de l'État va nous entendre et vraiment faire en sorte que ces camarades soient libérés. Vous confiez une mission plutôt complexe à Paul Rumpé, n'est-ce pas, en lui demandant de travailler à unifier l'opposition. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a bien de raisons qui justifient, n'est-ce pas, cette dissension qu'on note au niveau de l'opposition? Vous avez toujours eu de difficultés à parler c'est parce qu'en politique, les gens ne savent pas avoir fait le profil bas. Parce que, pourquoi cette distanciation? On a dit au départ, c'est parce que les conditions de nomination de Paul Rumpé. Mais c'est la loi qui dit
que le chef de file de l'opposition, c'est le premier responsable du parti qui a eu un certain pourcentage aux élections communales. Avant, on refusait à un parti de participer aux élections communales. Non. C'est les partis eux-mêmes qui ont décidé de ne pas y aller. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous sommes allés, nous avons le pourcentage requis. La loi dit que c'est le président. Les gens ont pensé en temps que c'était le président Djimba, parce qu'il a été candidat au présidentiel, qui devait être chef de file de l'opposition. Mais la loi dit c'est le chef du parti qui a eu un certain nombre de pourcentages aux élections communales, pas présidentielles. Et ce chef de parti-là, c'est Paul Humphrey qui occupe ce poste en ce moment. Et c'est jusqu'en 2023, puisqu'à l'issue de l'élection de 2023, le parti qui aura plus de soit on revient à sa place, ou bien ça va être un autre parti qui prend le poste. Ben, nous, on va se battre pour pouvoir conserver ce statut-là de premier parti de l'opposition. Donc, nous n'avons interdit à personne de venir. Et vous constatez maintenant que les gens reviennent vers nous. Ce qu'ils avaient refusé, les gens ont pris les récépissés. Les gens ont déclaré leur appartenance à l'opposition. Les gens disent maintenant ils sont prêts à aller aux élections législatives. Alors, quels sont les projets au parti FCBE? Quels sont les projets? Vous avez vu une fois une audience accordée par le président de la République ou les responsables du parti FCBE? Vous avez vu? Depuis 2016. Vous avez une image qui montre que le parti FCBE a été reçu par le chef de l'État? Non. Vous avez vu une image qui montre que le chef de l'État a reçu déjà le chef de file de l'opposition? Non. On ne sait pas si les choses se font dans les coulisses. Non, il n'y a pas de choses à faire dans les coulisses. Qu'est-ce qu'on va faire dans les coulisses? Alors, Paul Humphrey, vous le créditez de bonnes actions. Alors, gère-t-il bien la troupe FCBE? Non, Paul Humphrey, il faut dire que il a pris vraiment des galons, comme on le dit. Même nous qui sommes là dans le parti, on est surpris. On est surpris. Au départ, vous savez, au départ, quand on avait mis Paul Humphrey, c'était pour une formalité. Parce que le ministère de l'Intérieur demandait qu'on enlève le diagnostic et autres qui étaient en exil. Donc, et on avait dit, et le ministre de l'Intérieur, Saka l'affaire, nous avait dit, après l'obtention de votre récépissé, vous pouvez organiser un autre congrès, ramener le ministre diagnostic. Donc, au départ, c'est comme ça qu'on est parti. C'était maître Paul Humphrey, le temps de faire la formalité et de prendre le récépissé et de revenir à normal. Mais on a été surpris par la position du président d'honneur et des trucs qui sont partis, qui ont commencé par nous taxer de traite et autres, et ça a changé les choses. Finalement, donc, M. Paul Humphrey a pris la mesure, n'est-ce pas, de la fonction. Il est rentré complètement dedans. Je peux vous dire qu'en matière de gestion, il est irréprochable. En tout cas, je suis même membre du bureau politique, je peux dire chapeau. Et vraiment, l'organisation de ce conseil national a été impeccable. Vous avez les images. Pour un parti qui a ici autant de coups, nous avons même été débordés. Même des militants que nous n'avons pas invités ont fait le voyage depuis le Nord, simplement pour rester dans la cour et voir. Vraiment, c'était émotionnel. C'était exceptionnel. Nous-mêmes, on a été fiers de constater que malgré tout, et je peux vous dire que même si les 261 conseillers FCBE démissionnent tous aujourd'hui, nous ne serons pas inquiétés. Nous allons faire mal à la prochaine législative. Même avec l'échéance des positionnements qui vous on n'a pas beaucoup de monde. C'est ça qui est curieux. Les gens vont vers les partis où il y a déjà des problèmes même pour nous faciliter la tâche. Ils nous facilitent la tâche parce que nous n'avons pas grand monde. Ça va être facile de faire d'autres listes législatives. Et c'est ça qui nous paraît curieux. Les gens vont là où déjà il y a beaucoup de viande dans la sauce. Alors que déjà dans la sauce FCBE, il n'y a pas suffisamment de viande. Mais ils quittent là pour aller vers là où il y a déjà. Et eux-mêmes, ils viennent chercher les derniers. Et c'est ça qui est curieux. Vous avez 77, vous avez près de 72 communes. Vous avez un parlement monocolore. Vous avez la majorité des conseils. C'est quoi? Quel est le problème? Vous allez même dans les conseils communaux, où on a 2-3 conseillers, on va les débaucher. C'est ça qui doit préoccuper. Et ça doit préoccuper tout le monde, pas seulement les FCBE, ça doit préoccuper tous les partis, tous les militants de Saint-Denis. Mais pourquoi? Pourquoi? Et commencer par réfléchir. Et ça, nous avions réfléchi, nous avions décortiqué la stratégie, nous avons mis une contre-stratégie, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas chaque fois nous voir sur les télévisions, sur les radios, parce que ça a un coût. C'est ça. Mais aujourd'hui, par exemple, c'est vous qui m'avez invité. Oui. Il parlait du ministre Djimba. Je voulais vous demander, est-ce qu'une fois, dites-moi si une fois, vous vous êtes présenté à son domicile, à la patte d'oie, sur un sujet de l'actualité politique, lui tendre le micro et il a refusé de parler. Non, il ne peut pas le faire. Mais, venez de lui-même, ça, aujourd'hui, cette présidentielle-là, on a mis beaucoup de ressources. Nos pauvres ressources ont été mises dedans. Donc, il faut souffler un peu. Et il faut réfléchir, parce qu'en politique, il y a des périodes de vacances. Après l'élection présidentielle, il y a forcément des vacances. Les vacances sont terminées chez vous, apparemment. Et il y a les démocrates aussi qui se sont réveillés, je dirais. Ils refusent de porter, Herman Parfait Niamboussou, le chapeau de l'abandon du terrain politique, puisqu'il y a une sortie politique le samedi dernier, où, conformément à l'article 6
la loi portant statut de l'opposition. Ils se sont conformés véritablement et ont déclaré officiellement et publiquement leur appartenance à l'opposition. De quoi vous appuyez dans votre combat, même si jusque-là, ils ne reconnaissent pas encore la légitimité du chef de file. C'est leur droit. Mais le conseil est là que le seul chef de l'opposition, c'est Paul Mouper. Ils ne peuvent rien contre. C'est-à-dire que c'est ça la réalité. Nous, on les félicite de nous avoir rejoints. Voilà tout ce qu'ils font là. Nous avons déjà fait. Nous avons fait notre déclaration depuis plus d'un an. Maintenant, c'est maintenant qu'ils le font. Donc, ils n'ont même plus le temps. Ça veut dire que jusqu'à hier, ils ne savaient même pas s'ils étaient de la mouvement ou de l'opposition. Bon, maintenant, ils ont décidé de venir. Mais nous, ça nous fait plaisir. Donc, en dehors de restaurer l'espoir du parti FCBE, voilà donc un troisième parti, les démocrates, qui viennent donc de déclarer leur appartenance à l'opposition. Ça nous fait plaisir. Il faut dire qu'il y a de très bonnes relations, de très bons échanges entre Paul Mouper et Eric Oundété, chef de file de l'opposition, et même d'autres responsables de parti. On discute. Vous savez, la politique, c'est pas de l'animosité, hein. Mais je crois que certains ont compris quand même que nous avons pris le bon chemin plus tôt. Mais peut-être ils ont honte de le dire. Bon, mais vous, journalistes, vous constatez, c'est à vous de dire, mais écoutez, ce que vous faites là, les autres, c'est ce qu'ils avaient fait, vous avez contesté. Maintenant, vous les rejoignez. Donc, moi, je félicite les démocrates. J'espère qu'ils ont dit clairement qu'ils vont aux élections législatives. J'espère qu'à la dernière minute, ils ne vont pas se dérober. Et qu'effectivement, ça nous fait plaisir de les voir se conformer à la loi. Et c'est ce qu'on demandait depuis. Voilà. On va finir avec la LEI, le gouvernement qui a déjà lancé le processus à travers la décision prise en Conseil des ministres il y a quelques mercredis déjà de passé. Vous, est-ce que vous avez déjà un regard sur ce qui va se faire? Oui, de toutes les façons, nous avons un regard, puisque je vous ai dit que nous avons un œil au Conseil électoral, à travers Laura Bounoussani, qui nous informe de ce qui va être fait. Nous avons également fait une motion, je vous ai dit, en direction du président de la commission électorale, pour lui demander de faire en sorte que ça soit un processus participatif et que l'opposition vraiment ait son mot à dire dans l'organisation. Et puis nous avons instruit nos structures, les salles de nos structures qui sont arrivées, afin que déjà au niveau de nos militants, et ceux qui n'ont pas, par exemple, le carte d'identité ou bien le numéro, voilà, ainsi de suite, puissent commencer. Parce que beaucoup ont perdu les cartes d'électeurs avant, les cartes d'électeurs ont été achetés chez certains, et puis bon, donc, maintenant il faut qu'il y ait au moins une pièce d'identité valable. Donc déjà, on a lancé ce processus. Nous avons même mis en place, disons, un dispositif qui permettent, n'est-ce pas, de régulariser, d'aider nos militants à avoir ces pièces-là par le système informatique. Donc, on a mis un réseau en place qui va être mis en application par les coordinateurs de circonscriptions électorales. Et en attendant que, n'est-ce pas, la Sénat nous dise comment le processus d'inscription sur la liste électorale va se faire. Donc, nous sommes très regardants sur ça. Et vous savez, je vous ai dit avec l'arrivée du ministre Alain Adiou, vous savez, c'est l'un des cerveaux de la LEPI. Donc, il a une connaissance pointue de ce dispositif-là et il est désormais conseiller politique et membre du bureau politique du parti FCBE. Donc, avec ça, je crois que ça pourrait apporter quelque chose, notamment. Et aussi, nous avons l'arrivée de Fataï Adeni. Vous vous rappelez, ce patriarche qui avait fait un peu de boucan. Il était avec le premier Sénat, et on a cru qu'il devait aller au LNA. Mais il a dit non, moi je suis un militant FCBE depuis des années, je reste, il a apporté. Vous avez de la ressource maintenant. Voilà, il est donc membre du bureau. Il y a d'autres personnes qui sont annoncées, hein, je crois que je ne vais pas... Je ne vais pas citer de noms, il y a quand même de grandes figures, des enfants, d'anciens chefs d'État. Les choses ne se font pas à coup de millions. On ne débauche pas à coup de millions. On est un pays où vous pouvez tout est vérifié. Aujourd'hui même, vous savez que dans le pays tout est suivi. Si nous avons des ressources, les gens peuvent le savoir facilement. Mais je crois que au-delà de tout, il faut reconnaître qu'il y a des gens, vous pouvez tout faire. C'est-à-dire ils ont le courrier dans le cœur. Ils sont prêts à mourir courrier. Tout ce que les gens disent là, ça ne leur dit rien. Ces militants, on les a retrouvés. Vous pouvez tout dire. Vous pouvez démissionner. Eux, ils restent courrier. Vous avez vu? Même les cadres. Quand je vois quelqu'un, le ministre Aboubacar, dans son intérieur, il a dit plusieurs fois, moi, le jour où je quitte le parti Kori, c'est que j'ai fini avec la politique. Et ils étaient tous là. Le Rabi Sifou Amadou était là. C'est d'ailleurs lui, le nouveau secrétaire national à la jeunesse, que j'occupais. Donc voilà, on a arrêté à faire le bureau. Et voilà. Tout le monde est là. Et puis, on vous verra à l'œuvre.
Merci beaucoup. Merci à vous, El Farouk Soumanou, deuxième adjoint au secrétaire exécutif national du parti Force Corée pour un Bénin émergent. Un parti qui se relance pour de grandes victoires, vous l'avez dit, en 2023 et en 2026. Herman Agnamboussou, merci beaucoup. 2023, c'est déjà maintenant. Déjà. Hakimi, merci. Merci à vous. J'espère qu'il va nous donner le rachiromètre. De toutes les façons, on est serein. Même si tous les conseillers partent, ne soyez pas surpris. C'est sûr que même demain, d'autres peuvent encore devenir. On est préparé à ça. Mais ce qui est important pour nous, c'est la base. Et cette base-là, nous l'avons mobilisée et nous pensons qu'en 2023... Donc, ce qui est intéressant de savoir qu'il n'y a pas beaucoup de viande ici dans leur sauce. Et donc, vous allez voir qu'avec ce propos-là, beaucoup de gens vont revenir. Vous avez bien vu, vous voyez bien. Ce que vous dites est très important. Vous allez voir. Quand les législatives vont arriver là, quand ils ne trouveront pas, beaucoup ne trouveront pas de place, même des gens de bloc, reviendront vers les forces Corée. Mais la question est est-ce qu'on les acceptera? Le cesseromètre là, ça ne acceptera plus que les gens utilisent, disons, le logo, la bannière, se faire élire, et puis après, en cours de mandat, ils changent brutalement de position. Vraiment, nous allons veiller à ce que ça ne se reproduise plus. D'accord, merci beaucoup. Merci à chacun de vous. Très bonne journée du lundi, mesdames et messieurs. Êtes-vous pour ou contre le téléphone au collège? C'est la question que Nagui Balagui a posée aux citoyens béninois. Nous vous invitons à les suivre. Pour les fêtes, il n'y a rien de plus magique que de vivre de bons moments en famille. Alors rejoignez celle de Canal+ et passons les fêtes ensemble. Pour vous souhaiter la bienvenue, le décodeur est à 1000 francs seulement. Ça sera la musique ou rien. C'est tout. De quoi rire. Nous avons un duel Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Danser et enflammer vos soirées. Extraordinaire frappe. Partager des moments forts, pleins de rebondissements. Splendide. C'est grandiose. Et même faire rêver les plus petits. Passage en vitesse, Mac Noël. Tout est prêt pour qu'on profite de LBM, notre passion vous transporte. Bon, moi je suis pour l'interdiction du téléphone à l'école. Mais je ne suis pas contre à ce que les enfants aient de téléphone. Surtout avec l'avènement des Android, ça peut leur permettre de pouvoir effectuer des recherches. Secondo aussi, quand ils ont des téléphones, peut-être quand les parents vont vouloir les contacter, ils peuvent à travers ces téléphones pouvoir les joindre à n'importe quelle position, quand ils vont se retrouver à n'importe quelle position. Mais amener le téléphone en pleine cour, ça vraiment, je ne suis pas d'accord, parce que ça peut les distraire. Moi, je suis contre, comme en France. Parce que je pense que les enfants on leur en donne en France parce que les mamans, ils ont peur qu'ils se perdent, qu'ils soient attaqués, tout ça, c'est nul. Voilà. Et puis, entre-temps, ils peuvent regarder des sites pornographiques et tout ça. Bon, ça suffit, ils ont assez chez eux d'écran. Oui, je suis pour. Parce que le portable à l'école influe sur les études des enfants de nos jours. Parce qu'il y a d'autres qui s'adonnent trop aux intiques, surtout les réseaux sociaux, et ils ne portent pas leur attention sur les cours que les professeurs leur donnent. Donc moi je suis contre ça. Même si mon enfant est aujourd'hui au collège, je vais l'interdire d'amener le portable à l'école. Oui. Et je suis à un moment donné pour, et à un moment donné je suis contre. Parce qu'il y a des classes qui méritent des téléphones, mais il y a des classes qui ne méritent pas. C'est pour cette raison que je suis pour à quelque part donné, à quelque part donné, je ne suis pas pour. Si l'enfant n'a pas encore eu le bac, c'est pas trop bien de lui permettre d'avoir des téléphones. Oui, mais si après le bac, il n'a pas fait avoir son téléphone, ça peut lui servir encore sur d'autres chemins. Et c'est comme ça, il peut prendre pour faire du désordre aussi si l'enfant n'est pas conscient.
Mais après le bac, l'enfant peut utiliser le téléphone. Mais ce n'est pas nécessairement pour l'école, dans la classe où les cours se déroulent. C'est en ce temps, lui sera en train de manipuler son portable. Non, mais ça peut l'aider sur certains cours pour pouvoir bien se retrouver, quoi. Oui, moi c'est mon avis ça. Oui. Alors moi je suis pour l'interdiction des téléphones à l'école parce que moi-même en France j'ai 3 enfants et effectivement les enfants sont tout le temps sur leur téléphone, c'est très addictif et en milieu scolaire c'est impossible de pouvoir travailler en ayant un téléphone sur soi avec des notifications WhatsApp, du Facebook, Instagram, etc. Et écoutez, en France, c'est complètement interdit, le téléphone. Et je pense que c'est une bonne idée de l'avoir interdit. Voilà. Je suis pour l'interdiction du téléphone à l'école. Parce que ça ne permet pas aux apprenants de suivre. Et toute l'idée serait sur le portable. Et une fois à la fin des cours, des classes, au lieu de réviser leurs leçons pour les jours prochains, non, ils vont voir les messages qui sont arrivés et autres. J'aurais préféré que l'utilisation du téléphone soit prévue pour les vacances, pour les apprenants. Mais en pleine année scolaire, je pense que non, ça ne serait pas l'idéal. Moi, je suis pour. Parce qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois. Quand on nous envoie, c'est vrai que les téléphones mobiles, c'est aujourd'hui nécessaire, mais est-ce que c'est nécessaire dans l'enceinte de l'école? Je ne pense pas. Parce que moi, j'ai été élève avant d'être ce que je suis aujourd'hui, je ne pense pas que c'est nécessaire. Parce que ça déconcentre les enfants, les élèves. On ne peut pas être élève, étudiant, en train d'étudier en classe et avoir son téléphone. Sur les heures de non-cours, ça peut marcher, donc à la maison. Mais pendant le cours, ce n'est pas possible d'avoir le téléphone. Avec les réseaux sociaux, ça ne permet pas la concentration des élèves. Bon, la pratique, l'interdiction, c'est une chose correcte. En tant qu'élève, on ne devrait pas toucher à cet outil numérique, à cette période où c'est à l'évolution permanente. Il faut interdire ça à jamais. Parce que nos apprenants se donnent totalement à l'utilisation du portable et boycottent les cahiers, leurs devoirs, leurs tâches, ce qu'il faut pour être meilleur à l'école. Non, et moi je suis également contre l'interdiction du téléphone portable pour les enfants. En France, ils sont interdits. À l'école, ils sont là pour travailler et ils ont bien assez leur téléphone tout le reste du temps, tout le temps. Donc je suis pour l'interdiction. Oui, pour l'interdiction du téléphone. Voilà. Et ça suffit bien, ils l'ont assez. Merci. Moi, je suis totalement contre. Parce que ça ne peut pas laisser l'enfant prendre réellement l'éducation qu'il faut. Oui, parce que déjà à la maison, la manière dont ils utilisent le portable, quand on les voit, c'est pas trop bon qu'ils amènent ça au milieu scolaire. Dans les grandes nations, il est interdit souvent aux enfants d'amener des portables à l'école. C'est formellement interdit. Pourquoi? Parce que ça perturbe tout simplement leurs études. Ça les perturbe sérieusement. Ça les distrait carrément. Donc souvent on interdit. Bon. Ailleurs aussi, la chose est autorisée, mais il y a un contrôle qui suit ça. Genre, vous amenez les portables, les établissements déposent les portables quelque part et à la fin du cours, vous venez chercher peut-être des parents ont laissé des messages par-ci par-là. Ça se fait aussi. Oui. Pour vous, lequel serait... Bon, si nous sommes au Bénin par exemple, nous avons une nation qui est en développement. Le téléphone, je ne pense pas que ça puisse vraiment aider les enfants pour leur évolution. Donc pour le moment, puisque nous ne sommes pas encore arrivés à cette étape-là, on peut d'abord, c'est-à-dire mettre ça à part, l'interdit carrément, l'utilisation du portable à l'école. Oui.
Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Justice, politique, le condensé de l'actualité à travers la revue de presse, décryptage et présentation. Assiomo Kanya Assiomo. Apparemment, un petit souci avec le son de cette revue de presse. Vous l'aurez dans les heures qui vont suivre. Merci à chacun et à tous de votre présence chez vous. C'était la matinale Actu Matin. Très bonne journée du lundi. Rendez-vous demain, mardi à partir de 7h. D'ici là, portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.